C'est bon, c'est bon. C'est bon? Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Oula, faut que je fasse attention à ce que je dis. Le thème de ce soir est un thème différent, puisqu'on ne va pas aborder essentiellement des questions d'éducation, même si on va y en parler un moment. Et c'est vrai qu'avant de l'aborder, je me pose une question qui est: quelle est la légitimité que j'ai d'en traiter? Au nom de quoi je vais vous dire ce que je pense sur ce sujet. Au niveau de l'éducation, je ne sais pas si j'ai une légitimité, mais enfin, je me donne cette liberté. En tant que Rav, vous avez la possibilité en effet aussi de parler de halakha. Là on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et en préambule, il est important de savoir que nous allons juste essayer de réfléchir ensemble. Et que d'aucune manière, une parole doit être instrumentalisée et être utilisée pour justifier, pour pousser à prendre un choix dans une direction ou dans une autre. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc clairement, et ce préambule pour moi est fondamental, je vais partager avec vous une réflexion, on va ouvrir des pistes, on va peut-être avoir des hypothèses sur lesquelles on va travailler, mais l'échec d'une conférence sur ce thème serait que dans un couple on se retrouve à dire « non mais le Mel il a dit ça donc », qu'on soit bien clair, et ça c'est pour moi extrêmement important. Pourquoi actuellement traiter de ce sujet? Qu'est-ce qui fait que le sujet de la LIA remonte à la surface? Eh bien, ce sont les réalités difficiles auxquelles on a été confrontés récemment qui poussent les gens à repenser à nouveau le rapport à, justement, une fuite, un départ, une construction. La question reste ouverte. Nous savons que lorsque l'individu est confronté dans la vie à un nisayon, à une épreuve, c'est-à-dire lorsque la réalité n'est pas celle qu'il aurait voulu qu'elle soit, eh bien, il doit donner du sens à l'épreuve qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire savoir en quoi celle-ci va être un moyen pour lui de grandir, comment va-t-il réussir, non pas tellement à comprendre le message, parce que pour ça, c'est un peu complexe, mais à savoir, dans sa manière de s'y confronter, comment véritablement il va franchir une étape. Les réalités qu'on a passées récemment sont des épreuves collectives et individuelles. Nous, en tant que membres du clan Israël, nous avons été bouleversés. Non pas juste bouleversés par la tragédie, mais bouleversés par le fait que nous réalisons de manière encore plus claire que cela n'était précédemment, eh bien que le juif reste le juif, et ce, quel que soit son désir de s'intégrer dans une société, et quels que soient les gages de bonne conduite qu'il peut y donner. En deux mots, ce qui était du domaine du savoir devient du domaine de l'expérience. Ce sont des choses que l'on sait, et puis brusquement, ça rentre dans le cadre d'une expérience, d'un vécu. Et là, bien sûr, se pose le premier problème qui est celui de la peur. De la peur qui, en effet, va générer un mouvement. Vous savez qu'en hébreu, le mot peur se dit pachad, et c'est intéressant de voir que le mot pachad, eh bien, ce sont les mêmes lettres que le mot dochef. D'accord? Pechet dalot, dalot chet pe, dochifa, c'est quelque chose qui vous pousse. C'est-à-dire que la peur génère un mouvement. La peur nous pousse à prendre une direction. Le problème, c'est de savoir laquelle, et surtout, est-ce que
ce mouvement-là va être à terme quelque chose qui nous amènera dans un univers dans lequel nos peurs s'évanouiront. Lorsqu'on est confronté, non pas à une résurgence, mais à une visibilité plus importante dans l'antisémitisme, alors on se pose la question de savoir quoi. Est-ce que notre place est toujours là? Ou est-ce que il faut partir parce que nous avons peur d'être victimes? Si c'est la deuxième option, eh bien, malheureusement, les réalités présentes en Israël nous montrent qu'on peut être victime partout. Qu'on soit clair. Et donc, celui qui à un moment pense qu'il y a une possibilité d'être moins victime lorsqu'il se retrouvera ailleurs, se trompe totalement. Maintenant, il y a en effet peut-être un événement qui nous oblige à repenser le pourquoi de notre présence dans un lieu. Pourquoi est-ce qu'on y est? Est-ce que nous l'avons choisi? Alors souvent on ne l'a pas choisi. On est né ici, on nous a transportés ici. Mais, vous savez, quand un enfant, on lui fait la brit mila, la circoncision, on ne lui a pas demandé son avis. C'est pas sympa. À 8 jours, on ne lui demande pas son avis à l'enfant, on lui fait la brit mila. Et quand cet enfant devient adulte et qu'il a lui-même son propre enfant et qu'il lui fait la brit mila, la circoncision, il valide à travers cet acte ce qu'on lui a fait. Ça veut dire que c'est de la manière dont nous-mêmes nous allons transmettre le rapport au lieu dans lequel nous nous trouvons à nos propres enfants, que nous allons valider ou pas la place qui est la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on est au fond dans un lieu? Chazal nous dit « En ochadam shen lo makom » il n'a pas une personne qui n'a pas un lieu particulier. Et la Gemara nous explique qu'au fond, dans chaque lieu dans lequel on se trouve, eh bien, il y a une histoire à construire. En effet, le texte nous dit qu'il y a makom asharata omed alav admat kodeshu, le lieu sur lequel tu te tiens debout, admat kodeshu, c'est véritablement le lieu d'une sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas quitter une histoire si on n'a pas d'abord réalisé là où on se trouve l'histoire qu'on devait y mettre en place. Si on ne s'est pas posé la question, là où je me trouve, est-ce que je réalise ce que je dois mettre en place? Il y a de fortes chances que dans les autres univers, je fonctionne toujours dans le même principe et que donc je ne réalise jamais mon projet de vie. Et j'ai envie quand même, avec vous, d'ouvrir à une réflexion beaucoup plus large. Parce que si on se cantonne au problème de l'Aliyah, Israël, la peur de la France, on en a marre, l'antisémitisme et tout, alors c'est beaucoup plus au niveau des émotions, et chacun suivant son vécu. Là, il s'agit au fond de se dire, voilà, il y a une étape de vie qui se termine et nous passons à une autre. Ça veut dire que dans la première étape, nous avons fait quelque chose. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose dans cette première étape? Est-ce que là où nous nous trouvions, l'idée qu'il faut créer quelque chose là où on se trouve, a fait partie de nous? Et souvent, on va réaliser que non. Souvent, on va réaliser que l'on s'est juste contenté d'être là où on est, mais on ne s'est pas posé la question de la raison pour laquelle nous y sommes. Or, c'est quelque chose qu'on a vu cette semaine, la semaine dernière, dans la Megillat Esther. Vous vous rappelez qu'à un moment, la reine Esther, eh bien, le roi Achashverosh va être convié par elle au festin. Mais c'est pas simple de le convier au festin, puisqu'on sait que si elle va le convier au festin, il peut à un moment la condamner à mort parce qu'il ne lui a pas demandé de venir. Donc Mordechai lui dit, allez, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que tu viennes et que tu ailles l'inviter. Et elle dit, oui, mais c'est super dangereux. Et qu'est-ce que Mordechai lui répond? Umi yodea im le et kazot higat la malchut. Et qui sait si au fond, c'est pas justement pour ça que tu es arrivé à la fonction qui est la tienne, c'est-à-dire d'être reine. Et on a à travers cette phrase une forme de message extrêmement fort qui nous est adressé à chacun d'entre nous. À partir du moment où tu es quelque part, quelle est la fonction qui doit être la tienne là où tu te trouves? Et à partir du moment où tu ne t'es pas posé la question de la fonction qui doit être la tienne là où tu te trouves, alors qui te dit que là où tu te trouveras, tu te poseras la même question? Et quelque part, tu auras l'illusion que tu es dans un projet de vie, alors que tu ne seras que dans un déplacement géographique. Faire sa aliyah, c'est arriver à la conclusion que là où nous sommes, nous avons fait ce que nous devions faire, et que maintenant il y a quelque chose à faire dans un autre cadre.
si on ne s'est pas posé la question de ce que nous devions faire là où nous nous trouvons, alors nous nous retrouverons peut-être en Eretz Israël. Mais le problème, ce n'est pas une finalité, Eretz Israël, c'est un cadre. Eretz Israël, c'est un cadre. À l'intérieur du cadre, qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on veut faire grandir? Qu'est-ce qu'on veut développer? Et ça, si on ne l'a pas fait ici, il y a fort peu de chances qu'on fasse cela lorsqu'on se retrouvera là-bas. Donc, je vous propose d'abord d'avoir cette réflexion. Est-ce que partir en Eretz Israël, c'est se poser la question de qu'est-ce que je veux créer de particulier là-bas? Et est-ce que là où je me trouve, c'est-à-dire ici, je l'ai déjà fait une fois? Posons-nous la question chacun d'entre nous. Chacun aura sa réponse. Ça, c'est le point de départ. La seconde question qui se pose, elle est la suivante. Vous savez, je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Stop ou encore. C'est un jeu, il me semble, ou en tout cas, c'est un concept qui existe dans un jeu. Quand vous voulez créer quelque chose, et que brusquement, il y a des difficultés. Que signifient les difficultés? Est-ce que les difficultés sont là pour vous dire « bats-toi et avance » ou elles sont là pour te dire « stop, va dans une autre direction » ? C'est exactement le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Stop ou encore? À partir du moment où nous sommes confrontés à une difficulté, est-ce que celle-ci est un indicateur pour nous dire « vas-y, bouge » ou alors elle est là pour nous dire « tu dois rester et tu as encore quelque chose à faire » et on va te demander d'y réfléchir encore plus. Deuxième élément que je vous propose et que je propose à votre réflexion. Troisième élément, c'est de savoir c'est quoi au fond une fuite. Une fuite peut se maquiller. On peut parfaitement maquiller sa peur en se donnant l'illusion de bonnes raisons qui nous poussent au fond à partir. Mais je vous rappelle que souvent, lorsque l'on part, on prend ses problèmes avec et on les transporte dans nos valises. Pour bon nombre de personnes, l'idée que Meshane Makom, Meshane Mazal, on change d'endroit, le Mazal change, ça veut dire que c'est une forme de baguette magique. C'est pas ça. D'aucune manière. C'est-à-dire que les énergies que l'on retrouvera là où on se trouve seront différentes, mais si on n'a jamais appris à utiliser les énergies qui étaient mises à notre disposition, les choses ne changeront jamais. Et ça, je crois que c'est important de l'avoir en tête en préambule, avant de rentrer sur cette notion, à quoi sert la liesse, est-ce qu'il faut la faire ou pas. Il est évident que la finalité du juif, elle est en Eretz Israël. Là-dessus, il n'y a pas de négociation, c'est la Torah qui le dit. C'est un verset, la terre sur laquelle tu te tiens debout. Le cha'etnena, c'est à toi que je la donnerai, ou le zarecha, à ta descendance. Donc là-dessus, il n'y a personne qui peut remettre en cause. Il peut y avoir en effet un débat idéologique très fort si le peuple juif a à remonter de manière organisée sur sa terre ou pas. C'est une grande discussion et la discussion est intéressante. Et à un moment, elle frise la discussion idéologique, c'est vrai. Je ne rentrerai pas là-dedans, d'aucune manière. Ça ne m'intéresse pas, parce que c'est très exacerbé. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que pour nous, Eretz Israël, c'est une finalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un lieu dans lequel on a envie de passer à l'étape supérieure? Est-ce que c'est un lieu dans lequel on va maintenant réaliser quelque chose que l'on ne pouvait pas réaliser dans le cadre dans lequel nous étions? Quand j'étais enfant, je priais dans une synagogue dans laquelle le jour de Yom Ha'atzmaut, non seulement on ne disait pas le Hallel, mais on faisait Tachanoun. Non pas par idéologie, parce que tout simplement, dans les coutumes de la synagogue, il n'y avait pas marqué que Yom Ha'atzmaut, on ne dit pas le Tachanoun. Donc on faisait Tachanoun. Cette synagogue aujourd'hui n'a plus de minyan du tout. Pourquoi? Car tous ses membres sont montés en Eretz Israël. Et pourtant, là-bas, on ne proclamait ni Yom Ha'atzmaut, ni Hallel, ni quoi que ce soit. Mais tout simplement, les membres de cette communauté étaient des gens qui étaient dans une démarche de grandir. Il y a un moment, ils se sont rendus compte que pour grandir, il fallait passer dans un cadre nouveau. Et ce cadre, avec toute sa complexité,
qu'on le veuille ou pas, c'était Eretz Israël. Si cette démarche est à l'intérieur de notre programme de vie, et qu'au fond c'est une aspiration qui fait partie de notre quotidien, alors oui, en effet, aller en Eretz Israël, ça a du sens. Si ça ne fait pas partie de notre programme de vie, comme disait l'autre, rendez-vous dans 10 ans, et je ne sais pas ce que seront les résultats. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour avoir un discours qui plaît, et vous avez des individus, je ne sais pas quel est le titre qu'il faut leur donner, donc je ne rentrerai pas dans les détails, qui en effet ont décidé de culpabiliser tous ceux qui ne font pas leur aliyah, et ceux qui n'ont pas les mêmes paroles qu'eux, qui poussent les gens à faire leur aliyah. C'est leur problème. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et on ne génère jamais un mouvement sur la peur. D'aucune manière. Et je pense que les maîtres du clan Israël, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien à prouver à personne, ceux qui n'ont pas besoin d'attirer autour d'eux des individus pour créer des communautés qui serviront des piédestals à leur désir de pouvoir, eh bien ces maîtres-là, s'ils pensaient réellement qu'il y avait une nécessité absolue que le clan Israël aujourd'hui, en France, fasse son aliyah, ils l'auraient dit. Parce que vous savez, à partir d'un moment, quand vous n'avez plus rien à prouver à personne, et que vous n'avez pas d'autre enjeu, si ce n'est la responsabilité qui est la vôtre par rapport au clan Israël, vous dites ce que vous devez dire. Concrètement, ce n'est pas la parole que l'on a entendue. La seule parole qui est entendue aujourd'hui est la suivante. On ne peut pas faire une aliyah, et je le traduis de cette manière, au prix du judaïsme. On ne peut pas faire une aliyah au prix d'une rupture avec notre judaïsme. Alors force est de constater qu'aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, dans une démarche d'aliyah, c'est que la cellule familiale continue à fonctionner et que les enfants aient envie en Eretz Israël de continuer à grandir dans l'univers de la Torah et des mitzvot. Et ça, c'est très compliqué. C'est totalement faisable, c'est totalement jouable, et on peut parfaitement y réussir sans aucune ambiguïté. Mais c'est tout, sauf quelque chose qui est du domaine de l'évidence. Un des grands maîtres de notre génération m'a dit un jour la chose suivante. Il m'a dit aujourd'hui, un enfant qui est issu d'une famille juive pratiquante, et qui va continuer à manger kasher, mettre les téphilines et garder Shabbat, c'est un vrai miracle. Et plus encore, à l'intérieur d'une société comme la société israélienne, et on va rentrer de plein pied maintenant dans les problématiques. En France, les Juifs sont un petit peu United Colors of Benetton. Il y a toutes sortes de styles de Juifs. Les deux catégories de Juifs dont on sait qu'a priori leur aliyah va réussir, sauf s'ils ont des vrais problèmes économiques, sont soit ceux que j'appellerais les ultra-orthodoxes, soit les ultra-laïcs. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas de figure, on peut faire un copier-coller. L'ultra-laïque, pour qui Shabbat, c'est avant tout des recettes de cuisine, et la prière, c'est juste une fois par an au kotel pour avoir un peu d'émotion, retrouvera l'environnement qui est le sien en Israël. Le seul danger, c'est qu'un jour, il retrouve ses enfants milités dans des partis qui sont pour le lien avec ceux qui veulent notre destruction, mais ça, bon, à la limite, il faudra l'assumer. Ce que j'appellerais l'ultra-orthodoxe, c'est pas dans sa dimension péjorative, c'est la personne qui, en effet, se sentira à l'aise à Bnei Brak, terme symbole, lui et ses enfants, parce que ça a toujours grandi dans cette atmosphère et dans cette ambiance. Il y a une forme de copier-coller qui pourra se mettre, même si vous n'êtes pas sûr à 100% que ça marchera. Mais le problème, c'est que la majeure partie des Juifs de France, eh bien, quelque part, où ils se positionnent ? Sur l'échiquier en Israël. À quelle catégorie, à quelle chapelle allez-vous appartenir ? Il y a en Israël une science passionnante qui s'appelle la kippatologie. Noir, en velours, avec le petit serret, sans le serret, grande, petite, mise ici, en cuir, pas en cuir, tricoté noir, tricoté de couleur. On est dans un univers dans lequel on catégorise les gens. Chemise bleue ou blanche pour le mari ? Jupe en jeans ou non pour madame ?
Ah, mais moi je suis en jeans toute la semaine, mais moi je veux que mes enfants aient une super éducation juive avec les valeurs. Ah non. Des comme ça n'existe pas vraiment. Ah, tu vas aller dans l'école religieuse du coin. Non, mais l'école religieuse du coin, c'est celle dans laquelle on enseigne la Torah comme les maths. On fait quoi? Et ça, c'est le problème extrêmement pragmatique auquel on va se confronter. On peut monter, descendre, chanter, danser. Pour l'instant, c'est le problème. Pourquoi? Une raison très simple. Lorsque j'étais en Israël cet été, je travaillais énormément. Pour vous dire, j'ai aucun problème avec l'Aliyah. On a créé 2 centres à Tel Aviv, à Ra'anana, à Modi'in, et on est en train de créer ailleurs. Pour l'intégration et pour l'aide. Donc, on est en plein dedans. Quand on était en Eretz Israël cet été, on a été confronté donc tout simplement au problème donc, de ces olim qui arrivent et qui ont le problème justement des choix des structures et des écoles. Première chose, vous savez qu'en France, un Bet Knesset, c'est un Bet Knesset. En Israël, c'est pas un Bet Knesset. Ça n'existe pas le Bet Knesset en Israël. Ça n'existe pas. C'est un leurre. En Israël, vous avez ce qu'on appelle un Bet Tfila, un lieu de prière. Alors que Bet Knesset, c'est un lieu de réunion. En France, la notion de communauté existe. Et on est là, et il y a le kiddush du Shabbat matin, où il n'y a pas le kiddush, il y a la Seudah Shishit, il n'y a pas la Seudah Shishit, il y a cette notion de lien. En Israël, tu vas prier, tu rentres chez toi. Le lien social fondamental n'existe pas autour de la communauté en Israël. Pour le juif français qui a été habitué à ça, c'est déjà une première chose qui est complexe. Ah, on va s'intégrer. Force est de constater que ça ne marche pas. Les communautés qui ont réussi parfaitement en Israël sont les communautés américaines et anglaises. Pourquoi ils sont restés entre eux? Nous, les Français, on est dans ce fantasme un peu enfantin de l'intégration. Les communautés américaines et anglaises n'ont aucun problème. Vous allez dans des quartiers en Israël, vous avez des gens, ils sont là depuis 5 ans. Vous savez combien de temps que tu es là? 3 jours? Non, 3 ans. C'est pas grave. Tu es en Eretz Israël, tu vis ici, tu fais partie de ce peuple, tes enfants sont dans des institutions dans lesquelles ils parlent en hébreu et en anglais, Mazal Tov, c'est quoi le problème? Donc déjà, quand on réfléchit à l'IA, on met de côté le fantasme de l'intégration. C'est pas grave de rester entre nous. C'est pas un problème. Et malheureusement, une des raisons pour laquelle aujourd'hui, l'ALIA française est complexe, c'est pas un échec, est complexe, c'est compliqué, c'est parce qu'on est encore dans ce fantasme de l'intégration. Alors bien sûr, vous aurez plein de contre-exemples. J'ose espérer, il y a plein de gens, oui, on s'est totalement intégré Mazal Tov. Super, c'est très bien. C'est pas valable pour la majeure partie. Donc déjà, il va falloir savoir où je me positionne. Où je me positionne au niveau du quartier. Où je me positionne au niveau des écoles. Et ça, on n'a pas le choix. Et c'est super énervant. Très sincèrement. Parce que c'est pas parce que c'est un terme symbole, hein, bien sûr, jeans basket, qu'on n'adhère pas à un univers de Torah extrêmement fort. Et c'est pas parce qu'on va à la plage Shabbat que nécessairement on n'a pas envie d'aller dans une sina où il y a un raf qui donne un bon cours de Torah et on le kiffe le cours. Mais bon, familier, un peu sur la plage. Et c'est ça le modèle, hein. C'est ça le modèle. Et ça, c'est la question, on est obligé de se la poser. À quel club on va appartenir? Premier problème. Second problème, c'est quoi au fond en Israël la Torah? Et je ne peux pas ne pas la mettre au centre parce que si c'est un problème, l'Aliyah, sans mettre la problématique spirituelle, j'ai dit, mais allez-y. Et je vous dirais, donc voilà, vous aurez le problème de l'emploi, vous aurez le problème des voisins pas sympas. Et si vous tombez sur des voisins sympas, c'est génial, et je serai très heureux, et je suis très content. Vous aurez le problème de l'Aliyah Boeing, voilà, bon, c'est du technique. Mais on n'est pas là pour ça, hein. On est là parce qu'en tant que juif, on veut que la Aliyah ne fasse pas disparaître le judaïsme. Les structures qu'on a construites en Israël et qu'on continue à construire sont là pour que le juif reste autant juif en Israël qu'en France, voire plus si possible, mais déjà autant. Ça me rassure. Que sur la table du Shabbat, les enfants viennent toujours. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est là. Et ça, c'est quelque chose, au fond, qui doit être la réflexion que chacun est censé avoir. Si bien sûr on considère que ce n'est pas ça l'essentiel, alors vous avez raison, wait and see et prions. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Quelle est au fond, pour nous, l'angoisse majeure quand on part en Israël?
Est-ce que notre angoisse majeure, c'est de savoir est-ce que nos enfants resteront à l'intérieur de Torah ou Mitzvot ou pas? Si ce n'est pas ça notre problème, et chacun est libre de dire que ce n'est pas son problème, alors on est beaucoup plus dans des configurations techniques. C'est plus un problème technique, dans quel endroit, il y a plus de boulot, il y a plus de machin, etc. Et puis il se passera ce qui se passera, et puis c'est pas grave, il sera israélien, et puis c'est super, et puis même avec un peu de chance, il pourra peut-être même se marier avec un juif, hein, parce qu'en Israël, on peut aussi se marier avec un juif, même s'il y a beaucoup de mariages mixtes là-bas, parce que qu'on le veuille ou pas, ben, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, avec les Russes et tout ce qui se passe. Bon, on verra bien, quoi. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Si notre préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va construire comme enfant, qu'est-ce qu'on va construire au niveau de la transmission, est-ce que notre dimension juive va rester intacte et nos enfants auront envie de perpétuer cette dimension juive et de s'inscrire dans la même direction que la nôtre, là, en effet, on est face à une problématique extrêmement concrète et réelle. Aujourd'hui, il y a des tentatives qui se font d'ouvrir des écoles à droite, à gauche. C'est très très balbutiant. C'est pas simple du tout. Et c'est ici le cœur de la réflexion qui doit être la nôtre. Si maintenant nous n'avons pas de réponse, alors pourquoi on veut monter? Si on ne sait pas véritablement répondre à cette question, ça sert à quoi de monter? Si c'est ça qui est au cœur de nos préoccupations. On est malheureusement dans un monde dans lequel on aime rêver. On aime rêver. On a envie d'imaginer que la réalité sera un petit peu ce qu'on en a imaginé. Et puis que, mais non, tout ira bien. Tout le monde connaît la fameuse histoire de ce sioniste qui est là et qui, certains disent c'est Ben Gurion, d'autres non, on s'en moque, c'est pas le sujet. Et puis qui arrive là-haut après 120 ans, puis on lui dit, bon ben écoute, tu peux choisir. Alors il dit, bon ben je peux voir. On dit, alors on lui montre le Gan Eden, le jardin d'Éden, et on lui montre l'enfer. Et alors il voit le Gan Eden, il voit des gars qui étudient la Torah, machin, qui prient, il dit, bon, pas mal, mais bon. Hein. Et il voit l'enfer, et il y a une ambiance de fou. C'est une ambiance, et ça chante, ça danse, ça boit, c'est sympa. Il dit, bon. Il dit enfer. Alors, on dit, bon, alors, voilà, tu es venu expérimenter, tu as vu que c'était beaucoup mieux, etc. Et tout. Bon, tu remplis le dossier, demain, tu y vas. Le lendemain, il va, il dit, c'est bon, chic, j'y vais. Il ouvre la porte et il se prend des seaux d'eau froide, chaude, brûlante, la cata. Il dit, oh, mais c'était pas comme ça hier. On dit, attention, hier, tu étais en touriste. La réalité ne sera jamais celle qu'on a imaginée. Vous pouvez monter, descendre. Vous aurez toujours le contre-exemple. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Pour moi, c'était génial. Je lui ai dit, t'as raison. T'as vendu ton affaire. T'avais déjà ton appartement dans les quartiers sympathiques de Jérusalem. Et en France, t'avais les immeubles de rapport qui t'ont permis de te poser pendant 1 an et de réfléchir ce que t'allais faire. T'as raison. C'est vrai que comme ça, c'est pas mal. Et je le souhaite à tout le monde. Mazal Tov. Vous pouvez tous le faire comme ça, c'est génial. C'est pas un problème de le faire. Quand vous êtes confronté aux problèmes du quotidien, c'est beaucoup plus complexe. On va voir un problème très simple. Les enfants vont acquérir la langue beaucoup plus rapidement que les parents. Si les parents ne parlent pas ivrite, vous allez inverser les rôles. Les enfants seront là pour décrypter aux parents ce que les parents ne comprennent pas. Et qu'on le veuille ou pas, c'est un impact. Alors, c'est pas grave, mais c'est une donnée qu'il faut intégrer. Parce que l'enfant, déjà, en Israël, est plutôt roi. De manière générale, il pense qu'il n'a rien à apprendre de ses parents. Et tu imagines, ses parents sont incapables de gérer. Et c'est lui qui fait à leur place. D'après vous, comment est-ce qu'il va vous regarder? Ça va pas être simple. À aucun moment, je dis, il ne faut pas le faire. Hein. Et si demain vous faites votre alia et vous m'appelez, vous dites, Lemel, c'est un imbécile absolu, tout s'est passé exactement le contraire, c'était top, Mazal Tov, je suis le plus heureux des hommes. Je demande qu'une chose, c'est de me tromper. Ça ne me pose aucun problème. Vous dites, mais ça s'est passé exactement le contraire, les enfants, le truc, le chinois nous accueillit, c'était sympa partout, la parole, ça, mais Mazal Tov. Mais la responsabilité à un moment, quand on réfléchit, c'est de poser quand même les enjeux et de ne pas être dans une forme de fantasme. Or, le fantasme, nous l'avons parce que nous sommes dans un problème d'angoisse par rapport à la réalité qui est la nôtre. Et donc, nous refusons inconsciemment de voir les problématiques parce que nous sommes dans une dynamique qui nous permet d'échapper aux peurs qui sont les nôtres. C'est-à-dire que
beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont confrontées à des peurs et à des angoisses. Au lieu de faire un travail au niveau de notre émouna, de notre foi, de notre confiance, de savoir remettre les choses à leur place, eh bien, nous les laissons agir et nous voulons y échapper en nous projetant dans des réalités dans lesquelles nous ne voulons pas voir les difficultés, c'est normal, parce que ce sont ces réalités qui nous permettent au fond symboliquement et même très concrètement d'échapper à nos peurs et à nos angoisses. Les chiffres tombent actuellement, près de 30% des Olim reviennent, sachez-le. Et à mon avis, ça va continuer à augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, qu'on soit bien clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Mais il faut avoir un regard ultra pragmatique. Plus encore, faire une alliée avec des adolescents. Les adolescents, leur problème numéro 1, c'est quoi? C'est l'univers relationnel. Ils vont arriver là-bas, il va falloir qu'ils fassent un nouvel univers relationnel. C'est pas simple. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Mais sachez que ça risque d'être pas simple. Pourquoi? Parce que les relations, ils les auront. Mais avec ceux qui sont intéressés d'avoir des relations avec eux, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de remplir le club, et ceux qui généralement ont besoin de remplir leur club, c'est pas le must. Vous le savez. Dans les écoles, ça fonctionne toujours comme ça. Ceux qui sont un peu borderline cherchent toujours à attirer auprès d'eux d'autres recrues. Parce que plus on est nombreux, plus on a l'impression qu'on est dans le bien. Enfin, qu'on est ce qu'il faut être. Donc, j'ai presque envie de dire, mécaniquement parlant, ils iront. Ce qui est normal, c'est normal. À partir de là, qu'est-ce qu'on fera? À partir de là, qu'est-ce qu'on fera? C'est quelque chose donc qui se pense et qui se réfléchit en amont. Excuse-moi, il y a une scénique bleue qui gêne à côté des travaux. Si c'est à vous. Une scénique bleue. Je ne sais pas ce que c'est une scénique. Ah si, c'est une Renault. Non, c'est à personne. Non, c'est une Renault. Bon, très bien, donc on revient. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je pose. Je pose ça. On va revenir maintenant sur la problématique de la communauté. En France, on sait très bien que, et c'est la particularité de la France, il n'y a pas véritablement de distinction entre les gens très moyennement religieux. Sfarad et Ashkenaz, on sait qu'on ne prononce pas de la même manière, que parfois il y a du gefilte fish, parfois il y a de la dafina, mais globalement il n'y a pas de ségrégation. En Israël, oui. En Israël, oui, clairement. Il y a l'univers Ashkenaz, l'univers séfarade. C'est une réalité où on ne va pas dire, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme ça que ça se passe. On en pense ce qu'on veut. Si on est là-bas, il faut faire avec. Il faut l'accepter. C'est une réalité. On a le droit d'être totalement contre. Tu ne changeras pas les systèmes. Si tu arrives avec 100 millions de dollars, tu peux peut-être un peu changer le système, mais pas beaucoup. Donc il va y avoir un travail d'acceptation. Il va y avoir un travail d'acceptation de voir qu'il y a un système qui est là, qui n'a pas besoin de nous, et qui va nous dire on veut bien s'adapter un tout petit peu, mais il ne faut pas exagérer. Et d'une certaine manière, on fera avec. Ou pas. Et ça demande une certaine maturité. Ça demande une maturité. C'est-à-dire, ce que j'en pense, pas le plus grand bien, qu'on soit bien clair. Mais c'est la réalité, on fait quoi avec? Soit on l'accepte et on gère, soit on se lève et on part. N'attendons pas d'être ceux qui vont brusquement arriver, on va dire on change tout. Là, vous savez, on va changer, c'est à Tel Aviv. Parce qu'à Tel Aviv, le modèle français qui aujourd'hui va introduire un peu plus de religion là-bas. Oui, là-bas, on va bouger les choses. Dans d'autres villes, dans des endroits dans lesquels vous avez des univers un peu pratiquants et tout, ils ont leur système, ils ont leur modèle, ils ont leurs règles, point. C'est comme ça. Il y aura sûrement de l'accueil, il y a de la gentillesse, il y a du sourire, mais ça sera à nous d'accepter des réalités qui parfois nous posent un problème. Et c'est pas simple. Bac ou pas bac. Deux univers. Alors là, on commence à vouloir essayer de monter des écoles à la française dans lequel. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, nos enfants seront gardés de manière différente. C'est une réalité. Armée par armée, si oui, quel type d'armée? Les filles religieuses, elles vont faire le chérout, le houmi ou pas?
Il va bien falloir se décider. C'est deux axes qui vont déterminer aussi deux types de mariage par la suite. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, qu'on soit bien clair. Je pose les problématiques. Mes choix, à moi, ne m'appartiennent. Mais à aucun moment je dis, et ça c'est bien et ça c'est mal, qu'on soit bien clair. Mais qu'on le veuille ou pas, ce sont des éléments qu'on va être obligé de poser de manière très claire à un moment. Et c'est là où on risque de se retrouver face à des conflits de couple. Parce que je ne vois pas où est le problème qu'il aille là. Et maman va dire, non mais s'il va là, alors à terme, notre fille, on ne pourra pas la faire entrer dans telle école, parce que si ses frères sont tous dans cette école, on dira, ils sont tous là, alors elle ne peut pas aller là-bas, parce que ça veut dire que c'est une ambiance comme ça. C'est ça la réalité, hein, concrètement. C'est très énervant. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je défie quiconque d'être en face de moi et de me dire c'est faux, et je lui demanderai de m'apporter les preuves. Je vais vous donner les questions après, il n'y a aucun problème. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret sur le terrain. Vous avez en Israël, et je parle d'une réalité à laquelle nous sommes confrontés, puisqu'on a des équipes qui travaillent là-bas. Il y a en Israël une localité qui s'appelle Eli. C'est dans les territoires, un endroit très sympa. D'accord ? On va dire que l'idéologie du lieu, c'est une idéologie sioniste religieuse. D'accord ? Aujourd'hui, là-bas, vous avez des dizaines de familles françaises qui sont arrivées, françaises et belges. On est en train d'être confronté à une hécatombe, et je le dis bien, au niveau de l'éducation des enfants là-bas. Je le sais parce qu'on travaille là-bas, et qu'on travaille avec des Israéliens qui me disent « qu'est-ce qui se passe ?» et qui eux-mêmes sont dépassés. Et pourtant, a priori, c'est un très bon mix. C'est un bon mix. Si on n'a pas de problème au niveau idéologique, c'est bien, c'est sympa, les gens, il y a une des meilleures yeshivot sionistes religieuses qui est là-bas, il y a un rave très sympa, etc. C'est-à-dire, a priori, et il y a de l'accueil, et il y a du truc, et qu'on le veuille. Aujourd'hui, il y a un problème majeur au niveau des ados. Alors qu'on ne le voit pas du tout au niveau des ados israéliens. C'est très intéressant. Moi-même, j'y étais. Plusieurs fois, je me suis retrouvé donc justement à travailler avec des ados là-bas, un groupe de 20-30 ados, entre les cheveux rouges de l'un et les... Comme dit l'autre, c'est plus une jupe, c'est une ceinture au niveau de la fille, etc. et tout. Je suis détente, mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a de multiples raisons. Ça veut dire qu'il y a en effet aujourd'hui, pour le modèle français, un effort particulier à faire lorsqu'on se retrouve en Eretz Israël, et trouver exactement le lieu en adéquation avec la démarche qui va être la nôtre, et savoir qu'à un moment on va faire partie d'un groupe et d'un système, c'est quelque chose qu'il va falloir à un moment accepter et faire avec. D'où la nécessité, comme nous l'a dit un de nos maîtres, de créer Kehilot, des communautés. Parce qu'en effet, si le système des Kehilot à la française se remet en place en Israël, d'abord, on mettra à côté le fantasme de l'intégration, et c'est pas grave, mais au moins, dans ce melting pot, les gens vont être ensemble, et on pourra peut-être aider les personnes à pouvoir véritablement apprendre à se fixer là où ils sont. Eretz Israël est une terre d'énergie. Ça tire très fort vers le bas, ça peut tirer aussi très fort vers le haut. Les luttes que l'on va être obligé de mettre en place en Eretz Israël sont beaucoup plus complexes que celles qu'on a en France. Pourquoi? Parce qu'en Israël, vous avez chaque fois un club auquel vous pouvez adhérer. Et donc vous pouvez à un moment partir d'un univers et aller dans un autre. Et généralement, ça va plus vers le bas que vers le haut. Les adultes, généralement, arrivent plus ou moins à se maintenir. C'est pour les enfants où c'est très compliqué. Si on arrive à les rentrer dans les bonnes écoles, ce qui n'est pas simple, en Israël, par exemple, vous avez des écoles comme par exemple Maharava et tout, qui sont des top écoles, mais aller faire rentrer un Français là-dedans, ça existe. Mais sur le nombre de candidats qui veulent rentrer, le nombre qui sont acceptés, la proportion elle est peanuts. Ce qui est normal. C'est une école excellente, mais dès comme ça, il n'y en a pas 20. Donc voilà, ça c'est les réalités auxquelles on va être confronté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Mais ça veut dire que tout simplement, il faut prendre la mesure, et je le redis à nouveau. Faire son alia, c'est savoir qu'on a quelque chose à construire là-bas.
si la notion d'apprendre à construire là où on se trouve n'a jamais été présente dans notre vie, alors on risque pas fort de passer à côté de ce que l'on doit mettre en place en Eretz Israël. Si aller en Eretz Israël, c'est se retrouver dans une démarche de Parnassa qui fait que même notre limud de Torah, nous, adultes, n'existe plus, quel est le sens? Vous avez aujourd'hui en Israël des gens qui disent j'étudie moins que ce que j'étudie en France. Parce que tout simplement, les données économiques font que je suis obligé de courir 2 fois plus. Je ne parle pas de l'Alia Boeing, avec tous les ravages que ça génère. Qu'on le veuille ou pas, et pas du tout ravage, les gens s'imaginent toujours parce que le mari il est seul, alors machin, non, pas du tout. Non, c'est pas, sans rentrer là-dedans. Ça, il y a aussi, hein, rassurez-vous, il y a. Non, on va pas aller là-dedans. Papa arrive, il était en France, il a bossé un maximum. Allez, vas-y, mets-toi un programme maintenant que tu es en Israël. Pas simple. Et puis, d'une hyper-absence et une hyper-présence, c'est très complexe. Ça se prépare, tout ça, ça se prépare, c'est pas un problème. Mais il faut prendre la mesure que c'est des choses sur lesquelles il faut faire un travail en amont. C'est-à-dire, c'est des choses sur lesquelles il va falloir investir du temps et de l'énergie. Comment on organise la présence de quelqu'un qui pendant 1 semaine n'est pas là? Au moment où il est là, comment ça se passe? Comment on se retrouve? Comment le schéma familial qui était A et qui va devenir B doit se remettre en place? C'est tout, c'est pas non faisable, mais ce sont des choses qui vont nécessiter, c'est évident de notre part, une véritable réflexion et un véritable investissement. Est-ce qu'aujourd'hui il faut partir? Sincèrement, je ne le crois pas. Est-ce qu'il faut aussi ne pas partir? Je ne le crois pas non plus. C'est-à-dire que, à un moment, vous ne pouvez pas vous amuser à dire, voilà, il faut ou il ne faut pas. Et je reviens à l'introduction. Quel est le sens de mon mouvement? Pourquoi j'ai envie de partir? Qu'est-ce que je cherche? Quel est l'objectif final? Aujourd'hui, bon nombre de jeunes partent en Eretz Israël. C'est super. Et qu'est-ce qui reste de leur judaïsme? La question, elle se pose. À un moment, et c'est en tout cas la vision que je vais partager, c'est ce que le Chazon Ish a dit. Et je crois que je l'avais dit la fois dernière, j'en sais rien, j'ai dû le dire peut-être une fois ici, j'en suis pas sûr. On pleure les morts. On les pleure. Et il faut les pleurer. Chaque juif qui disparaît, c'est un monde qui disparaît. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne pleure d'aucune manière les âmes qui disparaissent. D'aucune manière. Mais c'est pire. Parce que celui qui est mort al Kiddush Hashem, sa neshama, elle se retrouve au plus haut degré. Mais les dizaines de milliers de neshamot, de nos frères et sœurs juifs qui brûlent tous les jours, dans les flammes de l'assimilation, et même en Eretz Israël, cela, ça ne nous touche pas. Et on est là, on se rassure, on dit, mais c'est pas grave, il est en Israël. Ok. Et il va falloir que tu me redéfinisses c'est quoi un juif. Libre à l'autre de dire, non, être juif, c'est... Why not, hein, c'est son droit. Ici, si je viens parler, c'est parce que tout simplement, il y a une référence, qui est une référence Torah. Le Rabbi de Belz, un jour, a dit, et je l'avais dit ça une fois, cette phrase, il a repris le texte dans lequel Yehuda dit à Yosef, qui la vie Vanar et Nenouiti, dit comment puis-je revenir vers mon père, Yaakov, Vanar et le jeune homme, Binyamin, Benjamin, et Nenouiti ne sera pas avec moi. Le Rabbi de Belz a dit non, il faut lire autrement. Qui la vie, chacun doit nous se dire comment on va un jour revenir vers notre père, Vanar et Nenouiti, et la jeunesse ne sera plus avec nous. En Israël aujourd'hui, les statistiques nous donnent que près de 80% des enfants israéliens, des jeunes israéliens ont déjà touché à de la drogue. C'est une réalité. Il y a des choses merveilleuses, des jeunes extraordinaires, desquels on a tellement à apprendre en Israël. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ça ne remet en aucun cas en cause des choses fabuleuses qu'il y a en Eretz Israël, sans aucun doute. Mais on est face à des enjeux de vie. C'est comme avant un mariage. Une jeune fille un jour qui m'a dit, avant de faire le choix de son khatan, enfin de décider qu'ils allaient se marier, elle m'a dit qu'au fond, ce qui était en train de se jouer ici,
C'est son Olam Hazeh, Olam Haba. C'est son monde ici et son monde futur. C'est son monde en bas et son monde futur. L'enjeu, il est là. Il n'est pas ailleurs. C'est-à-dire que tout, la raison pour laquelle on est dans ce monde, les enfants qu'on va éduquer, la grandeur qu'on va avoir, arrivant en Eretz Israël, c'est la même chose. On est face à un enjeu colossal. Notre Olam Hazeh, parce que comme on va vivre, mais notre Olam Haba, notre monde à venir. Et Eretz Israël, c'est le lieu par excellence du Klal Israël. C'est évident. Si nos maîtres aujourd'hui ne nous disent pas vous vous levez, vous partez, c'est qu'ils considèrent qu'en effet, nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle le risque de partir est bien moins important que le risque de rester. Et je pense qu'ils prennent la mesure de ce que ça veut dire. Voilà le point de départ. Vous allez dire, le point de départ, on a encore quelques minutes avant de passer aux questions. Oui, point de départ, pourquoi? Parce que c'est ce que je vous livre. C'est ce que je vous donne. Vous avez les discours idéologiques, dans lesquels on dit, vous ne comprenez pas qu'au fond, c'est la 3e guerre, la 12e guerre, le machin, tata. J'ai beaucoup de respect pour les rabbinim, enfin, sauf ceux qui considèrent que ceux qui ne disent pas comme eux sont des crapules, ceux-là, je suis désolé. Pardonnez-moi, mais j'ai un vrai problème. Hein. Aujourd'hui, j'ai une vraie difficulté. Certains rabbinim disent, et c'est leur idéologie, vous n'avez rien compris, votre place n'est plus en France, il faut venir, etc. Libre eux. Bon, après, est-ce qu'ils vont les gérer en Israël? C'est leur problème, j'en sais rien. C'est un deuxième problème. Ça, à la limite, chacun est libre. Chacun est libre. Maintenant, là où j'ai une difficulté, et je le dis, et je l'assume totalement, c'est que vous ne pouvez pas à un moment invalider les rabbinim qui ne pensent pas comme vous. Qu'à un moment, on peut entendre que les rabbinim qui sont en France, qui ne poussent pas les gens à l'Aliyah, le font par confort, parce qu'ils veulent garder leur place. Ils ont peur d'aller eux en Israël, parce qu'en Israël, ils n'auraient pas de place. On est encore moins que dans l'indécence. Parce que tout simplement, ceux qui ont la responsabilité d'assumer un rôle en France, on est en train de dire qu'ils n'ont aucune valeur. C'est dramatique. C'est l'expression d'un manque de réflexion, et ça je suis en option haute, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas à un moment considérer que ceux qui ne pensent pas comme nous sont des gens qui ne valent rien. C'est pas possible. On a le droit d'être dans un débat idéologique, de s'affronter, de ne pas du tout être d'accord. Et c'est ça qui fait la richesse du peuple juif. Mais la valeur de celui qui pense autrement que moi ne bouge pas. Mais il a une autre pensée que moi sur un sujet. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose auquel il faut réfléchir. N'oublions pas quand même qu'il y a des choses très concrètes qui se passent sur le terrain en Israël. Nous, là, on a fait partir des centaines de jeunes, enfin, on est sur des programmes, etc. Donc, c'est-à-dire, le mouvement, il est là. En Eretz Israël, par exemple, pour que les enfants soient dans des écoles, il faut que dans ces écoles, il y ait ce qu'on appelle des ulpanim. Un ulpan qui les prend en charge. Sachez qu'aujourd'hui, dans bon nombre de villes en Israël, c'est du terrain, je sais de quoi je parle, j'y étais, c'est du terrain concret. Hein. Vous avez des écoles qui sont très sympas, à tendance plutôt religieuse, mais qui peuvent accueillir des enfants français. Ces écoles-là ne reçoivent pas d'argent pour avoir des ulpanim. Parce que ce sont dans des villes dans lesquelles, justement, les mairies tiennent absolument à ce que la Aliyah aille dans des écoles beaucoup plus light, pour qu'à terme, ça leur fournisse leur électorat pour qu'ils restent au pouvoir. C'est de l'ultra concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va sur des mairies, dans des endroits, on dit voilà, il y a 15 gosses français qui vont dans cette école. Ils ont besoin d'un ulpan. Vous donnez les budgets? Non. Qu'ils aillent dans l'autre. Mais attendez, officiellement vous êtes censé, hein, c'est votre job. Ah non, non. Il y a des endroits dans lesquels on a mis une telle pression, ils ont dit oui, oui, on va le faire. Ça fait 1 an qu'on attend. Et c'est pas dans des écoles orthodoxes. Hein. C'est pas dans des écoles orthodoxes. Des écoles dans lesquelles les filles, elles ont des manches jusque-là. Hein. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas... Mais, ça correspond pas. Il y a des réalités qui sont pas simples. Hein. Je peux vous le garantir.
Parents, ils nous appellent, ils disent, voilà, on est perdu, on a changé nos enfants. On les a changés parce qu'ils n'avaient pas d'Ulpan, et on n'a pas les moyens de payer un Ulpan, et comme il n'y en a pas, on les a mis ailleurs. Et puis après, la suite, elle est là. Je souhaite à tout le monde de ne jamais vivre ce type d'expérience, clairement. Et toutes celles et tous ceux qui ont décidé de faire leur alia, que leur alia soit la plus merveilleuse qui soit, à tous les niveaux. Chinour, famille, environnement, communauté, amis, mais attendez, c'est un bonheur de voir des gens qui vont, et pour qui ça réussit. Et c'est bouleversant de voir quand les choses ne se passent pas comme il faut. Mais concrètement, on ne peut pas à un moment ne pas poser les choses. Parce que si les gens vous disent ne leur dites pas, parce qu'ils risquent de ne pas la faire, excusez-moi, oui, en effet. Si parce qu'à un moment vous posez les problématiques, et j'ai posé les problématiques, je n'ai pas dit à aucun moment vous allez voir, ils ne vont pas vous accueillir, ils ne vont pas être sympas, ils veulent ceci, cela, jamais. J'ai juste parlé d'une donnée maintenant, c'est que concrètement on voit que sur des Ulpanim dans les écoles, c'est pas si banal. Mais je dis voici les problématiques auxquelles on peut être confronté. Et qui sont basées sur l'expérience qu'on a, et c'est la seule légitimité que j'ai. La structure Lève Israël que je dirige, puisqu'on a une structure en Israël, il y a près de 100 personnes qui bossent là-bas, ça fait déjà 8 ans qu'elle travaille sur Israël. Donc on sait un petit peu quand même ce qui se passe sur le terrain. Et on est là pour aider, sur Modine, sur Anana et sur ailleurs, on est là pour aider, d'accord? Donc je pense que là-dessus, on a cette liberté, on a cette petite expertise. Et aujourd'hui, on est partenaire avec l'agent juif sur plein de trucs, même si idéologiquement parlant, je ne suis pas nécessairement dans la même optique. Mais c'est pas grave. Les juifs arrivent, il va bien falloir qu'on fasse des choses. En brera. Mais voici les problèmes qu'on doit se poser. Avec, et c'est ça ma conclusion, avant de passer à vos questions. Faire une alia, ça implique un point de départ fondamental. Une solidarité de couple. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'un a convaincu l'autre, le jour où la réalité ne sera pas celle qu'on aurait voulu, c'est le couple qui explose. Et j'ai pas face à moi un cas, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, j'en ai pas quatre, j'en ai pas cinq, j'en ai pas six, j'en ai pas sept, j'en ai bien plus. Il y a une solidarité de couple. Si on y va à deux totalement. Et la phrase « je te l'avais bien dit » ne sortira jamais de notre bouche et on n'y pensera même pas. On a décidé d'y aller, on se bat. C'est comme quand on est à la croisée de chemin. Et que monsieur dit, non mais je suis sûr qu'il faut aller à gauche. Et madame dit, non je crois qu'il faut aller à droite. Elle me dit, mais je te dis que c'est à gauche. Madame dit, bon alors d'accord, on va à gauche. Et puis comme d'habitude, moi je parle pour moi en tout cas, il fallait aller à droite. Bon, mais... À ce moment-là, c'est quoi la pire des choses? Soit, d'entendre, je t'avais bien dit. La moins pire, c'est, je me tais mais j'en pense pas moins. Et celle qu'on espère, bon, écoute, c'est pas grave, on a décidé d'aller à gauche, bon, ben maintenant, on va essayer de trouver le chemin ensemble. Puisque, on est en couple, il fallait bien qu'on écoute l'un ou l'autre, alors on a écouté toi, bon, tu t'es trompé, c'est pas grave. On aurait préféré ne pas se tromper, maintenant qu'on est là, on y est ensemble. Si vous ne sentez pas cette solidarité de couple très claire, alors il y a un vrai danger concret, parce que les réalités de l'alliance seront, qu'on le veuille ou pas, un moment difficile, c'est sûr. C'est l'administration, c'est le truc, c'est l'appartement qu'on nous avait promis, c'est le travail. Même si je souhaite que ça ne se passe pas, mais ça, c'est évident. Et à ce moment-là, si on n'est pas avec cette solidarité, mais je dis bien solidarité de couple, c'est très compliqué, parce que la personne qui a fait le choix se sent coupable, et après... on rentre dans un problème de tension de couple, et c'est pas ce qu'on a besoin en plus au moment où on est en train de se battre pour réussir à nous intégrer à Eretz Israël. On a vraiment pas besoin de ça. Vous voulez faire votre alia? C'est pas une fuite, c'est pas une peur. Super. Ce n'est pas un regard fantasmé. C'est, on a fait des choses ici, on a construit tout ce qu'on devait faire, et maintenant l'étape d'après arrive, et les événements sont là pour nous amener à y réfléchir un peu plus rapidement, il n'y a pas de problème. Notre solidarité de couple, elle est présente. On est positionné. On sait qu'on devra appartenir à un club. On sait que nos enfants, il faudra leur apprendre à composer avec cette société qui n'est pas United Colors of Benetton, dans lequel, suivant ton style, t'appartient à tel univers, tel univers, tel univers. On est prêt à leur expliquer que ben, c'est comme ça, mais c'est pas grave, et il y a pire que ça dans ce bas monde, et on fait avec. On est prêt en même temps à rester entre nous, mais au même moment savoir que quelque part nos enfants vont
devoir se retrouver à l'intérieur de quelque chose de plus large. Tout ça, on est prêt, allons-y. Mais c'est ça les éléments qui doivent être clairs dans notre tête. Et après, on a besoin de Siyata d'Ishmaïa. Je vous rappelle que l'Agmara nous dit Eret Israël Iknit Beisourin. Eret Israël s'acquiert avec des difficultés. C'est avec des difficultés. Mais si on sait pourquoi on se bat, c'est pas difficile. Je veux dire, si moi demain je fais mon alias, c'est d'une facilité déconcertante, Bezrat Hashem. Il y a déjà des enfants là-bas, je parle ivrit couramment, j'ai étudié à la yeshiva, j'ai une structure, j'ai des amis, j'ai des trucs, j'ai des machins. Mais c'est pas parce que je sais que pour moi ça serait facile, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'y vais pas, parce qu'il y a encore un énorme travail à faire en France, que il faut faire un copier-coller. On va dire, regarde, ça s'est super bien passé pour eux. Ça s'est super bien passé, mais regarde. Ils sont arrivés, d'abord ils avaient un appartement. Deuxièmement, ils ont de la famille. Troisièmement, lui au niveau de son travail. Quatrièmement, etc. En plus, c'est une famille dans laquelle, même ici, les enfants, ça va, c'était calme, c'était serein. Voilà. Mais nous, on n'est pas la même configuration et on le sait. On sait que chez nous, il y a deux enfants qui sont un peu en tension l'un avec l'autre. Un qui est un peu borderline. C'est pas grave, ça fait partie du chinour. Attention là-bas, ça peut aller par là, mais ça peut aller par là. Est-ce qu'on va le rattraper? Les enfants sont beaucoup plus dans la rue. Beaucoup plus dans la rue, beaucoup plus à l'extérieur. Vendredi soir, en France, les enfants, ils font quoi? Ils restent à la maison. On leur raconte des histoires, on chante avec eux, on fait plein de choses. En Eretz Israël, vendredi soir, à partir de 14-15 ans, ben ils sortent. Et quand ils sont dans des quartiers religieux, a priori, ils sortent sans problème. Ça dépend. C'est qui les copines? C'est qui les copains? Qui retrouvent, qui ne retrouvent pas? Tout ça, ça se gère, ça peut se passer merveilleusement bien, mais ça doit être là-dedans. Ça doit être là-dedans, c'est tout. C'est-à-dire savoir, oui, c'est génial, on dit, c'est génial de rencontrer vendredi soir, on peut rester à la maison. Elle dit, ils vont se promener dehors, il n'y a pas de voiture, il n'y a que... C'est génial, t'as raison. Bip, bip, bip. C'est qui les copains, c'est qui les copines? Et quand les filles, elles vont se promener ensemble, et qu'il y a 2-3 Bachur Yeshiva ultra light qui disent, Shalom, et que moi, après, je me retrouve avec des appels, je suis enceinte, je fais quoi? Parce que ça existe aussi. Alors rassurez-vous, c'est pas tous les jours, mais c'est pas une fois de par an seulement. Parce que vous connaissez ce film qui s'appelle Rosa, je t'aime? Un vieux film israélien, très vieux. C'est l'histoire, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, à un moment dans le film, il y a... Non, c'est pas Rosa, je t'aime, c'est Salomonico, pardonnez-moi, c'est un autre film. Salomonico, c'est un film, le concept c'est quoi? Moi, je sais parler des films, même quand je ne les ai pas vus, hein, c'est ma grande spécialité. Mais Salomonico, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a voilà, un Israélien qui habite les quartiers pauvres de Tel Aviv. Et chaque fois, il voit ses enfants, ils se font embêter, il y a des voyous, il y a des frères, etc. etc. Et donc, il dit, non, il se bat comme un fou pour aller dans les beaux quartiers. Et là-bas, au moins, je n'aurai pas les petits voyous qui embêtent. C'est vrai. Il va là-bas, c'est super, c'est sympa. Et seulement, sa fille, elle revient à la maison, elle est déjà enceinte, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... on n'aura pas le problème des cousins dans les rues, mais il y aura d'autres types de problèmes que Bezrat Hashem personne n'aura, et je vous le souhaite, je nous le souhaite, amen amen. Mais bip bip bip, c'est tellement facile de les laisser dehors, c'est justement là-bas il ne faut pas trop les laisser dehors. Et si oui, c'est qui le style de copain, c'est qui le style de copine, avec qui ils sont, c'est notre job, hein, pour parents. Si on le sait, et qu'on s'y investit, ça ira. C'est-à-dire, c'est pas, ça ne veut pas dire non, vous voyez bien, c'est très difficile. Non, il faut le savoir. De la même manière qu'en France, on sait qu'on ne les laisse pas sortir le soir à partir de 21h parce que, il y a des univers un peu complexes. Et pour ça, on est obligé de s'investir, de faire une ambiance à la maison, d'être là, de parler avec eux, de leur créer des traits. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas là en train de tourner comme des lions en cage. On le fait ici, parce qu'on sait que bip, 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 il y a certaines choses. Mais c'est la même chose là-bas. Mais dans d'autres domaines sur lesquels on ne voit peut-être moins les choses et on ne s'en méfie pas. C'est tout. Voilà donc, comme je vous l'ai dit au début, je ne vous ai pas dit ce qu'on doit faire. Je vous donne et je vous propose des axes de réflexion et j'insiste énormément sur la solidarité du couple face à un choix qui est capital parce qu'il engage, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple juif sur sa terre, c'est comme un mariage. Et avant de se marier, on réalise qu'au fond, c'est le Olam Hazé et le Olam Haba qui se jouent.
Et à partir du moment où on prend la mesure des enjeux, à ce moment-là, j'ose espérer que les choix seront de vrais choix. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais porter avec vous ce soir. On va passer bien sûr maintenant aux questions. À vous les questions. Vous avez tout à l'heure, monsieur, une question. Allez-y. Le fait de la terminologie de la fuite, c'est pas une terminologie, je pense, que on nous pose la question à l'extérieur, pourquoi vous fuyez? Je pense qu'on a tous appelé, au moins pour les infos qui se passent en Israël, et on sait tous que nos enfants font l'armée si on part en Israël. La notion de fuite d'une situation ici pour partir en Israël, je pense que c'est pas le bon terme, parce que fuir d'un problème pour aller dans d'autres problèmes, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est grave, je pense que tout le monde le sait. Il ne faut pas être une fuite. Il ne faut pas parler de peur, parce que si on part d'ici parce qu'on a peur, on aura peur des mêmes choses là-bas, et la chose, c'est qu'on sera sur d'autres personnes, mais c'est le même problème. Donc fuir, peur, ce n'est pas une terminologie pour moi qui me semble être correcte. La deuxième chose, quand vous parlez de projet individuel et projet collectif, c'est complètement vrai, et j'insisterai plus sur la notion de solidarité tout court, dans la communauté, pas seulement dans le couple, et de dire qu'on a une vraie raison de partir comme on est en bloc. Et là, effectivement, on n'aurait pas tous les problèmes que vous évoquez qui sont vrais, mais ce que l'on doit faire, nous, c'est partir solidairement, en bloc, pour les raisons que vous évoquez, pour éviter à nos frères et sœurs qui voudraient partir et qui voient ces problèmes-là qui ne seraient pas gérés. La solution, effectivement, elle est de partir ensemble. Et les problèmes que vous évoquez sont vrais, mais je pense que les autres que l'on a ici ne sont pas moins simples, c'est qu'on s'y est habitué, et qu'on est là depuis longtemps, donc on peut être ailleurs, quand nos parents sont arrivés, ça n'est pas original non plus. Donc c'est une problématique finalement qui est générationnelle, qui est 50 ans. On doit de toute façon aller là-bas. Je comprends ce que vous dites, mais il me fait peur le discours, parce qu'on dirait que si tu as un cerveau un peu moins développé, il y aurait du mal à... Je pense qu'on sait tous à peu près les choses moyennes de ce qui se passe là-bas. On a tous une famille là-bas, quelqu'un là-bas. Moi, on rencontre quand même des privés, parfaitement. Mais la solution, elle est un peu dans ce que vous dites. La solidarité n'est pas toujours tout. Dans les autres, ce que vous faites en Israël, c'est génial, mais il faudrait avoir un discours plus communautaire au départ et de dire on doit partir en plus grand nombre parce qu'on aura un effet de masse comme ont fait les Russes, comme ont fait les Américains dans certains quartiers. Et là, on aurait moins les problèmes que vous décrivez. Et je pense que là, il y a la solution. Alors, tout ce que vous dites est vrai, mais je pense qu'on en est passé. Vous voyez, nous, je pense qu'on sait tout ça. On s'imagine tout ça. Et qu'on doit l'affronter d'une manière communautaire et pas de manière chacun individuellement, toi tu vas à Vegan, toi tu vas à truc. Ça c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et je pense que la responsabilité des responsables communautaires, pas nous, mais des responsables communautaires en général, est de dire le problème il est là, la solution elle est là, il faut créer des effets de départ plus importants que ce qu'on peut faire les Shalom et autres, avec une dimension un peu plus importante qui justement ferait front. Parce que quoi, on ne va pas s'intégrer forcément à faire comme eux ils disent. On va faire comme nous on veut, dans nos quartiers et dans nos habitudes, et ils ne pourront pas nous empêcher de le faire. J'entends ce que vous dites, j'entends. Alors tout d'abord, je garde et j'assume la terminologie de fuite. Je la garde et je l'assume totalement. J'entends ce que vous dites. Quand j'ai utilisé ce terme, et c'est à dessein, la fuite, c'est un moment l'individu qui ne veut pas se confronter à une réalité qui lui fait peur. Et est dans l'imaginaire. Et vous peut-être non, puisque vous le dites, mais je peux vous garantir que concrètement, c'est ce qui se passe pour pas mal de personnes. Oui, on parle de c'est qu'on le veuille, je ne sais pas, je ne suis pas dans une analyse de qui, de quoi, de comment. Et donc, on est obligé à un moment de poser ça, parce que c'est ce qui nous fournit après les retours. Une fois que cette peur disparaît, les gens se retrouvent confrontés à une réalité auquel ils n'étaient pas préparés. Et on est un petit peu, vous savez, comme le peuple juif dans le désert, on se rappelle de ce qu'on mangeait en Égypte. D'accord ? C'est une réalité, on ne peut pas ne pas la voir. Elle est là. Sur la seconde chose, je sais qu'il y a eu des tentatives de ce type qui ont été faites. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos sur une tentative de ce type qui a réussi. Il y a une tentative. Elle va servir à ça, et que la solidarité dont vous parlez, elle est importante, mais pas seulement nous. Elle est animée à créer sur l'aspect communautaire. Ce que vous avez dit, on a besoin des gens connus là-bas et de créer une communauté forte. Mais ça demande effectivement plus de réunions comme ça, peut-être, plus d'informations. C'est possible que ceux qui ont envie d'initier ça l'initient, je n'en sais rien. Mais ça rejoint l'idée des cueillottes. C'est l'idée des cueillottes, c'est quoi? L'idée des cueillottes, c'est à partir du moment où les gens sont là, il faut créer des cueillottes. Mais décider
qu'on va organiser quelque chose au niveau communautaire, je vais vous dire où est la difficulté. Elle est très simple. C'est que on va être dans une attente de ce que ceux qui organisent doivent nous procurer. Or, il y a de fortes... Mais là, je suis... Mais c'est ce qui se passe pour... Mais vous, monsieur, vous ne fonctionnez pas comme ça et c'est fort bien. Mais sur le terrain, c'est ce qui se passe. On le voit dans l'univers des communautés. Combien sont de personnes dans une communauté qui s'impliquent et qui répondent présent? Beaucoup de personnes ont pris l'habitude, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité, d'être plus consommateurs. Et donc on est là, et on attend en effet que le système nous procure ce que l'on attend. Et pour ça je dis, je suis dans de l'ultra concret. Dans l'absolu bien sûr, quand une communauté part ensemble, à ce moment-là chacun doit jouer son rôle et quelque part mettre de côté sa propre histoire pour participer à l'histoire de la communauté. Et en sachant que la communauté va aider... Oui, mais la personne concrètement, elle va dire, cette école, c'est vrai que ça serait pas mal, mais moi, mes enfants, je pense qu'il va mieux que ça, donc je vais les mettre ailleurs. Et c'est ce qu'on voit. Là, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites en Eretz. J'y étais mêlé, je vais vous dire, non seulement j'étais même plus que mêlé à ça. On m'a demandé de faire intervenir du monde et de trouver des fonds, etc. et tout, et sur des gros projets. Et les gens étaient super pour. Là, je me rappelle encore d'une réunion que j'ai eue à Paris, ils étaient une quinzaine de familles, 15 ou 20, là, et vraiment, en Israël, tout s'est délité. Pourquoi? Non, oui, c'est sûr, mais j'ai un contact qui m'a dit qu'on pourrait accepter mes enfants dans cette école là-bas, et bon, non, mais moi, en fin de compte, ma belle-sœur, elle connaissait le directeur de là, et tac, tac, tac. Et qu'est-ce qui s'est retrouvé au milieu? Les 5-6 familles qui n'avaient ni le contact, ni le machin, et qui les ont mis là où ils pouvaient, et aujourd'hui, c'est-à-dire que vous posez ici une problématique beaucoup plus complexe, c'est de savoir dans quelle mesure nous sommes prêts à renoncer à certaines choses pour pouvoir faire exister le système. Ok, voilà. On va arrêter le débat là-dessus parce que voilà, on a posé ici le problème. Dans l'absolu, why not? Mais voilà, je vous dis, ça c'est un exemple d'avant les vacances. J'ai rencontré maintenant encore en Israël la personne qui était porteur du projet, qui a dit, et qui avait dit, et il y avait des possibilités finances, etc., il pensait jamais, mais ses enfants ont réussi à être acceptés. Parce que quelqu'un lui a dit, oui, mais en vérité, je pense que je peux. Oui, non, oui, je vais aider, hein, bien sûr, hein, je vais aider. Ah non, mais écoute, ouais, et puis en vérité, j'ai dit, mon frère, je ne peux pas le juger. J'aurais peut-être fait la même chose. Je ne le jugerai pas. Parce que Altadin Traverat Chetagalim Komo ne le jugeait pas tant que tu n'étais pas à sa place. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Il y a eu des tentatives à Pisgazef qui n'ont pas fonctionné. Donc, l'idée, c'est plus aujourd'hui, avec ce qui existe là-bas, réintroduire la notion de cueillotte pour d'abord, dans un premier temps, recréer le lien et dans un second temps, travailler sur autre chose. Autre question. Oui. En quoi notre génération est différente de la génération des années 30? La génération de Les années 30, celle avant les massacres. À l'époque où j'ai pas l'impression qu'il y avait un message d'égoïsme, de fuir quelque part. Bien sûr que oui, mais on pouvait fuir où? Ah, intéressant. Alors on va rouvrir nos livres d'histoire. L'émigration aux États-Unis, c'était très bien dans les années 1860, 70, 80, 90, 1900, 1910. Et puis il y a un moment, ça commençait à bien se fermer. À bien se fermer. Si les États-Unis étaient tellement ouverts à l'immigration, pourquoi pour obtenir un visa pour les États-Unis, lorsque les années sombres ont commencé, était quasiment impossible. Et que les très rares qui ont réussi à y aller étaient des gens, soit qui étaient très riches, soit qui avaient des connexions. On connaît la saga de quelques rabbinim qui ont reconstruit là-bas pour pouvoir l'obtenir. Aujourd'hui, la réalité, elle n'est pas la même à ce niveau-là, clairement. Ce qui est sûr, c'est que dans notre tête, rien ne doit nous rattacher au lieu dans lequel on se trouve. Clairement. Ça, c'est sûr. Clairement. Dans notre tête, on doit être totalement détente. S'il faut partir, on part. Il n'y a aucun problème. Mais le clan d'Israël est ainsi fait, c'est que si demain on dit il faut partir, eh bien on sera dans une demande à ce que l'on s'occupe de nous et qu'on nous prenne en charge.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens sont très étonnés qu'à un moment on leur dit bon mais maintenant tu vas te battre. Tu vas te battre. C'est... On parlait tout à l'heure d'univers dans lequel les gens sont en groupe. J'ai un exemple, celui d'Élie, j'en ai d'autres, dans lequel ça ne donne pas ce que ça doit donner. Il y a encore d'autres choses à mettre en place. Donc, de toute façon, je vais vous dire, les événements qui sont là ne sont que révélateurs de quelque chose que l'on sait parfaitement. On le sait. On sait qu'en effet, Esav sonnait le Yaakov. On sait qu'en effet, il y a des vraies confrontations. On sait que le juif a toujours été au cœur de l'histoire. On sait qu'on est toujours vu comme étant les personnes qui sont les parias de l'humanité. C'est comme ça. Maintenant, de toute façon, demain, il y a 100 000 juifs qui partent en Israël. Il reste combien de juifs en France? Au moins 350. À minima, ça c'est en option basse. On fait quoi avec? On fait quoi avec le bonhomme qui a 45 ans qui est employé? C'est quoi son avenir? Parce que le jeune de 18 ans, ça va? Celui qui a 60 ans et qui a déjà réussi à s'acheter un petit 2 pièces H-Dot, ça va? Celui qui a 40 ans et qui est dentiste, il va peut-être se débrouiller. Le bonhomme de 45 ans, d'accord? Qui ici travaille comme employé. Comme je dis employé, c'est-à-dire il a un salaire correct dans une société, etc., etc. C'est de quoi ça parnasse en Eretz? Pas simple. Pas simple du tout. Pas simple du tout, du tout, du tout. Il peut le faire. Comme j'en connais, qui le matin livre d'abord des journaux. Il commence en livrant des journaux. Le gars, il commence, il se lève à 6h du matin, il livre des journaux, et après il va faire ça, et après il fait des livraisons, etc., etc. Moi, je suis en admiration. Je ne suis pas sûr que tout le monde est prêt à se confronter à ça. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a toute une catégorie socio-professionnelle. En Israël, on ne les attend pas. Les jeunes, ça va. Ceux qui ont des professions libérales, ça va. Ceux qui ont déjà mis un peu de côté, ça va. Vous avez toute une catégorie de personnes, ça ne va pas. Je ne parle même pas de ceux qui veulent étudier la Torah, dont le nombre de jeunes couples qui reviennent en France, en Europe ou ailleurs est énorme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Concrètement, ils n'ont pas de quoi manger. Vous avez des gens, ils reviennent, ils n'ont pas de quoi manger. Il ne faut pas l'oublier. Moi, à Purim, je ramasse de l'argent pour des familles dans lesquelles ils mangent du pain et des pâtes. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'en Israël aujourd'hui, les aides aux familles nombreuses, au niveau des familles religieuses dont le mari étudie, on est désolé d'étudier, d'accord? Excusez-nous, ont été coupées. Enfin, il n'y a plus rien, d'accord? C'est 200 shekels, enfin c'est peanuts. Ah bah oui, hein, ça c'est la pauvreté, la vraie pauvreté, hein. Les chaussures sont trouées, on ne peut pas en acheter d'autres. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ben voilà, c'est pas si simple. Et la Gemara nous dit bien que quelqu'un qui est dans la vraie pauvreté, ben à un moment, ça peut partir dans tous les sens. Donc tout ça, on ne va pas aussi quand même l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, hein, à un moment. Et qu'en Eretz, Israël, aujourd'hui, arrivé là-bas, en tant que juif pratiquant qui veut étudier la Torah toute la journée et tout, alors nous, petits Français, on est sympa, hein, ça va, on arrive, on a mis, enfin, je ne sais pas pour qui, mais beaucoup, et je suis très heureux, ça me fait très plaisir, et c'est bien. Il y a un peu d'argent de côté ici, un peu d'argent de côté là, on a une visibilité. La réalité n'est pas la même pour tout le monde. Hein. Moi, quand on m'appelle sur Notivot pour voir les familles françaises là-bas, c'est chaud. On n'est pas à Jérusalem, on n'est pas à Ranana, on n'est même pas à Natania. À Natania, quand le directeur général de la mairie de Natania nous appelle et nous dit « Vous allez faire quoi pour nous aider à gérer les centaines de jeunes Français qui sont dans la drogue ?» Ça, c'est la réalité, hein, et personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Parce que ces réunions, je les ai eues. J'ai dit centaines, il dit centaines. Centaines. Parce que à Ranana, les parents ont plus les moyens. À Netanya, malheureusement, c'est un peu moins. Et les gamins, ils sont là. Et ils sortent et ils sont en échec. Parce que personne ne les aide. Tachlos, ils veulent faire de l'argent. Et comment est-ce qu'on fait? On deal. Tachlos, tu fais quoi, mon frère? Parce que aller dans les commissariats pour aller récupérer des gamins français de 18 ans qui ont été chopés en train de dealer, je sais de quoi je parle. Personnellement. D'accord? Alors, Baruch Hashem, il y a plein de réussites, mais il faut quand même pas oublier ça. Mais il y en a aussi en France. Hein. Mais je sais. Ah, mais je suis complètement d'accord. Mais je suis complètement d'accord. Ceci dit, sur les 10 qui sont partis, il y en a 7 qui sont restés. Je suis complètement... Il faut parler aussi de ces 7-là. Cher monsieur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit le contraire. La responsabilité qu'on a ici, elle est aussi la même qu'on a là-bas. Ce que je veux dire, c'est que
on se retrouve confronté à des réalités plus complexes là-bas, parce qu'en France, au niveau économique, il y a quand même plus de possibilités pour une catégorie particulière. Là, j'ai dit, attention, j'ai dit, on a la catégorie des 40-50 qui n'ont pas des vraies professions, mais qui en France peuvent avoir une parnassa. Ils doivent 2 fois se poser la question, comment je vais faire? Ils peuvent, je vous dis, voilà, il y a des gars qui, voilà, ils se retroussent les manches, ou alors les call centers et les call centers et les call centers, on se débrouille. Mais psychologiquement parlant, c'est pas simple. Il y a des gens, au Hachem, ça se passe super bien, et je suis très heureux, et il dit, c'est pas grave, je gagne beaucoup moins, ma femme, elle fait les ménages, on est content, et on est là, et moi, je suis en admiration profonde. Ben, il y en a 7 sur 10. Je connais pas les 7 Si sur vous dites qu'il y a 30% de retour, forcément il y en a 7 qui restent. Et s'ils restent, c'est aussi. Mais dans quelles conditions ils restent? Dans quelles conditions? Je n'en sais rien. Savoir que les enfants terminent l'école à 1h là-bas, ici à 5h, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, il faut le gérer quand tu as un salaire moyen, tu vas pas les mettre à la musique et au piano. Bah ouais. Mais, donc, l'idée, donc on est bien d'accord, que ici, vous posez à nouveau ce qu'on vient de poser. Et c'est ça le problème. C'est de savoir comment on va faire pour gérer ça. C'est tout. C'est tout, c'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir les choses, qu'elles soient posées, c'est tout. Savoir, voilà, voici ma configuration, je vais là-bas, c'est quoi les difficultés auxquelles je peux être potentiellement confronté de manière rationnelle? Et comment je m'y prépare en amont? Faisez où? Et après, on verra comment on se débrouille. Autre question? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des structures qui existent pour aider? Alors, il y a 2 types de structures. Il y a les structures qui sont là pour servir des partis politiques, clairement, qu'on le veuille ou pas. C'est très intéressant. Aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux, etc., on prépare les Français, venez grande réunion, on va vous apprendre c'est quoi les élections en Israël. Et c'est des structures qui appartiennent à certaines mouvances politiques, pour lesquelles j'ai du respect, c'est-à-dire je suis d'accord, pas d'accord, je m'en fiche. Donc il y a ces structures-là, donc c'est intéressant de voir que bon, on essaye d'amener quand même le public français vers une certaine idéologie, c'est quand même pas inintéressant. Et vous avez d'autres structures, aujourd'hui il n'y a pas vraiment quelque chose de lourd qui se met en place, parce que on a de nouveau le problème, et c'est ce que vous évoquiez, les gens n'arrivent pas à se rassembler. C'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire, chacun veut son bout de gâteau. Donc, il y a une structure qui fait ça, une autre structure qui fait ça, une troisième structure qui fait ça. Réussir à dire, voilà, vous voulez bosser, on se met ensemble, il y a un patron et on va dans une direction. J'ose espérer que c'est un des projets qu'on a, c'est très complexe. C'est très, je ne vous raconte pas, c'est les heures que vous passez, et puis à la fin, oui, non, mais on a décidé qu'en fin de compte, on ferait comme ci, comme ça, et, bon. Donc oui, il y a des petites structures. Il y a une structure qui s'appelle par exemple Nerialé, qui s'occupe exclusivement d'orientation pour les écoles, d'abord sur Jérusalem, mais aujourd'hui ça ne s'adresse qu'à un public religieux pratiquant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le public qui est pratiquant sans être religieux? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment. Et, je vous donne un exemple tout simple. Regardez, je vais vous dire un petit peu, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous parler de l'expérience de Modine, parce que c'est une expérience que je connais bien. Qu'est-ce qu'on a vu? On a fait le constat suivant. Vous avez des villes dans lesquelles les enfants arrivent. Écoutez bien comment ça se passe. Vous avez des villes dans lesquelles les parents arrivent. Des gens pratiquants, sympathiques et tout. Les enfants vont à l'école religieuse. Quand je dis religieuse, c'est pas orthodoxe, c'est-à-dire l'école dans laquelle il y a de la Gemara, il y a des choses qui est enseignées comme les maths souvent, d'accord? Mais bon, ok, d'accord, il n'y a pas de notion de moussard, il n'y a pas tout ça. Très bien, bon. On ne va même pas rentrer là-dedans. Le gosse, il est là. Il fait des maths, il fait de l'hébreu, il fait du Kodesh. Généralement, il n'arrive pas à tout assumer, ce qui est normal. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, les parents privilégient les maths. Ce qui est normal, ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Donc le Kodesh disparaît. Donc on les sort et on les met dans l'école classique, Mamlarti. C'est terminé, Shabbat et le reste. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait une dizaine d'années. On a vu ça. Quand des familles nous ont appelés, nous ont dit, mon fils déjà maintenant il fait plus Kippour. Et ce genre de choses. On s'est dit, on fait quoi? On ne va pas leur dire, il faut aller dans des écoles orthodoxes, c'est pas leur truc. On va mobiliser, on a pris 80 Avrechim français. Qu'on déplace, avec donc des Yassaot,
qu'on paye, qui tous les soirs vont aller et permettre à ces enfants de garder un niveau en Kodesh pour rester dans les écoles dans lesquelles ils sont. C'est tout. Ni ils vont aller à l'Aïshiva, ni rien. Il se trouve que dans les années, il y en a un ou deux, trois qui sont partis à l'Aïshiva parce qu'ils ont adhéré à l'étude. Moi, le gosse, il me dit, je suis parti, je fais l'armée dans un gdoud religieux, je suis le plus heureux du monde. On a réussi. Idem pour les filles, qu'est-ce qu'on a fait? Les parents étaient confrontés au problème des filles, l'après-midi, ils ne se rendaient pas compte. On a créé des structures. Ils vont faire de la photo, on va leur faire des trucs, etc. Pourquoi? Pour les maintenir là où ils sont. Parce que c'est ça. Parce que concrètement, on est ici dans de l'ultra-concret. Les parents sont là, ils disent, les gosses n'y arrivent pas, on a besoin de soutien, ce qui est normal. On soutient en premier lieu quoi? D'abord le chol, parce que les parents veulent que le chol fonctionne, ce que je comprends. Le Kodesh, il passe à côté, et puis au bout d'un moment, c'est trop difficile, et le gosse, il va aller dans une autre école. Alors que les parents ne le voulaient pas. Mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est le genre de travail qu'il faut essayer de faire sur le terrain. On a créé une structure comme ça. À Modine, à Ranana, on commence à mettre ça sur Jérusalem. Voilà. Ça, c'est le travail sur le terrain pour une catégorie. C'est la même chose ici. Oui. Les familles qui souhaitent partir avec une émouna chez les mains, La émouna chez les mains. Du fait qu'il y a la fuite qu'on peut aujourd'hui constater par rapport aux différents faits qu'on peut vivre, les tragédies. Et vous avez certaines familles qui, par souhait, souhaitent partir en avertissement. Mais Mazal Tov, mais c'est génial. Mais j'ai rien contre, je suis même pour. Au travers du discours que j'ai pu entendre ce soir, j'avais plus une impression qui était totalement différente. Vous avez mis effectivement toutes les cartes sur table, mais que ce soit en Eretz Israël, que ce soit à New York, que ce soit dans un autre pays, les problèmes sont exactement les mêmes. Ils ne seront pas les mêmes partout. Les problèmes ne seront pas les mêmes partout. Et c'est ça ce qui fait la particularité d'une histoire. Partez demain au Zimbabwe, les problèmes ne seront pas les mêmes. On est d'accord? Ils ne seront pas les mêmes. Il y a une configuration différente, les problèmes ne seront pas les mêmes. Mariez-vous avec la première personne que vous trouvez. Ben Mounash Lema. Ah, vous ne le faites pas, hein, on est d'accord? Mais c'est la même chose. Ben oui. Et on sait très bien que suivant l'histoire, suivant le cadre, les problématiques ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Moi, j'ai des familles qui ont fait leur allié en Angleterre. D'accord? Les problématiques de Chino qu'ils avaient en France, ils les ont plus du tout là-bas. La configuration n'est pas la même, l'ambiance n'est pas la même, rien n'est le même. Ben, les problématiques de Chino ne sont plus du tout les mêmes. Parce que concrètement, leurs enfants dans des écoles vivent bien, mais avec toutes sortes de configurations, d'autres fréquentations. Là-bas, c'est plus la même chose. Et Mounash Lema ne veut pas dire inconscient. Je suis désolé. Et même si ça déplaît, c'est pas grave. Notion de Mounash Lema, on a Emouna, ça ira. Alors va t'installer à Tel Aviv, mon frère. Ben Mounash Lema. Non. Ça, c'est... Maintenant, Mounash Lema avec 500 000 euros derrière, on peut y aller. Hein. Je parle de manière subjective. Je ne parle pas d'une personne, elle part, si elle va matin, elle va parler de Mounash Lema, je me casse. C'est pas alors c'est quoi? Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Ce que je veux dire, c'est une famille qui se prépare, qui souhaite partir en Israël, qui aujourd'hui avec c'est génial. Aujourd'hui, le projet. Mais c'est un projet merveilleux. Mais je suis totalement pour. Mais les problèmes... Mais les questions qu'elle doit se poser, c'est ça. Pardon? Les problèmes se présenteront pour toutes les familles qui iront en Israël. C'est exactement la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une éducation à avoir, un suivi auprès des enfants, le chinour, il y a tout ça. Mais je sais, mais avec des données différentes. J'ai commencé par la kippatologie et les cadres, d'accord? Là-bas, pardonnez-moi, vous allez, suivant un look, vous n'appartiendrez ou vous n'appartiendrez pas à telle communauté. C'est les données. Donc, vous intégrez les données, vous faites quoi avec? C'est tout ce que je vous dis. Voilà les données. Et ces données-là n'existent pas en France. Vous avez là-bas d'autres données. Et à New York, vous allez avoir un style de judaïsme religieux, mais c'est parfois très superficiel. Et donc, si on a envie que nos enfants rentrent en profondeur, il va falloir faire un travail particulier par rapport à eux. C'est tout. C'est-à-dire, dans chaque endroit, vous aurez une problématique particulière. À partir de là, vous devez savoir quelle est la problématique et vous préparer à vous confronter à cette problématique. C'est tout. C'est exactement, l'enjeu, il est là. Quelle est la problématique particulière que j'aurai? Quelqu'un part demain dans un endroit dans lequel, c'est très simple, quelqu'un décide de s'installer en Angleterre. La problématique de la Parnassa, a priori, il ne l'a pas. Pourquoi? Parce que les aides sociales sont colossales. Donc il sait que même s'il n'a pas tout de suite,
tous les mois, il y a la prise en charge de la location de l'appartement du machin. Donc cette problématique-là, je ne l'ai pas. En Eretz, tu l'auras, que tu le veuilles ou pas. Mais tu vas la régler. Mais sache, voilà, alors quand tu arrives en Angleterre, tu dis, ça, je ne me pose pas de problème, je sais qu'il y aura. Par contre, je sais qu'en effet, je vais avoir le choix de tel, ça. En Israël, je sais que ça va être un problème. Donc, je m'y prépare. C'est tout. Le gars qui dit, non, Mina Shamaim c'est Bezrat Hashem, non, ça n'existe pas. C'est tout. C'est à un moment savoir quelles sont les problématiques auxquelles on va se confronter. C'est tout. Est-ce qu'elles feront A, B, C, D, E ou F? Et à partir du moment où j'y sais, c'est toute la notion des Ishtadlout. Toute la notion des Ishtadlout, elle est là. La notion des Ishtadlout, c'est de savoir sur quoi je vais devoir faire un effort. Je ne vous rendez pas compte, mais moi j'ai l'impression que vous faites peur à tout le monde. J'ai peur. Et après vous dites, allez-y, enfin, si je vous dissuade pas d'aller, en même temps vous mettez tellement d'aspects négatifs. Il est rationnel tout simplement, il est rationnel. Les gens ils vont partir en Mais pas du tout, pas du tout. Les hommes et femmes. Non, non. La différence terrible entre hommes et femmes. Compris de la même C'est manière. bien, c'est intéressant. Je savais qu'avec cette conférence, on allait rentrer dans Ça peut être vrai, je veux dire. Écoutez, il y a un grand, je l'ai dit, pardonnez-moi, je l'ai dit, alors oui, j'ai écouté votre question. Je l'ai dit au début si vous avez bien écouté. J'ai dit, je ne souhaite qu'une chose, c'est que quelqu'un me dise, on l'a fait, et tout ce que vous nous avez raconté, ça ne nous est jamais arrivé, et j'en suis... Ça donne envie d'y aller dans ce cas-là. Mais pourquoi? Mais si. Vous mettez tellement de peur. Mais y a pas... Pourquoi vous avez peur? Parce que Attendez un instant. il y a une attitude de base, on ne sait connaît pas l'avenir. Et vous mettez tellement d'éléments d'incertitude et de Quoi par exemple? Lesquels? Alors la Parnasse, les enfants. C'est vrai, c'est une incertitude. Tout part en cacahuète. J'ai dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est une Je réalité. l'ai. Il y a une grande. C'est C'est l'angoisse. Alors, c'est intéressant. Je reprends. Vous savez. Vous avez rien compris, hein, les Il y a... Non, il n'y a pas de problème. Je l'ai parfaitement bien. Il y a différentes manières de fonctionner. Soit on est dans le discours un peu anesthésiant, soit on essaye à un moment de poser les problématiques et les réalités. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les couples ils ont tellement de difficultés? C'est parce que les gens ils sont dans des fantasmes. Vous dites à quelqu'un, le problème du couple c'est la communication, c'est l'écoute, c'est les beaux-parents, c'est le machin, etc. et tout. Et je te donne les ustensiles. Ça veut dire que quand tu le découvres, tu te confrontes, tu dis « Ah tiens, c'est ce dont on avait parlé, génial, je sais. » C'est tout. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, sachez que voilà, la kippathologie, on n'a pas connu en France, il y aura ça là-bas. Donc je le sais. Donc si demain, le gars, parce que j'ai une kippa truc qui ne me calcule pas, ça ne me pose pas de problème, j'ai été préparé. Sachez qu'en effet, vos enfants, on va vous dire « Ah, vous vous appelez comment On n'a plus de place. » J'y suis préparé, super. Vous allez vous retrouver dans un endroit dans lequel on vous a dit « Ah, on va vous faire la parnasse, et puis ça ne sera pas exactement. » Vous le saviez, vous gérez. C'est tout. On n'a pas Sans de plus. ça, l'enfant part en cacahuète. Mais pourquoi on sait gérer, on n'a pas d'argent. Franchement, je ne vois pas ce qu'on peut gérer si vous dites des choses pareilles. Attendez, cher monsieur, si j'ai réveillé, si j'ai éveillé, vous savez, une difficulté, c'est quelque chose qui est là pour nous proposer de grandir. Demain, vous vous dites, je veux partir. Vous dites, voilà. La parnassa, est-ce que j'en ai une, oui ou non? A priori, j'en ai une. Super. Je sais que c'est peut-être pas nécessairement sûr que ça se passerait exactement comme je veux. Est-ce que je suis prêt dans ma tête à assumer ça? Bezrat Hashem, ça se passera bien. Si à un moment, parce que c'est un lieu dans lequel ça peut se passer de cette manière, ça se passe pas, eh bien, je gérerai, parce que tout simplement, je suis prêt à intégrer cette éventualité. Si vous dites, si demain, au niveau des écoles, c'est pas exactement les écoles dans lesquelles je veux qu'on va mettre nos enfants, ça sera la catastrophe, je vous dis, ok. Mais sachez que c'est dans le domaine du possible. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, donc, comme je sais que pour moi ça sera ingérable, parce que dans mon style, j'y arriverai pas,
Donc en amont, je fais déjà un travail de communication, de contact, de machin, etc. pour qu'à 98% de chance, je sache qu'il n'y aura pas de problème. Super. Parce que moi, dans ma personnalité, dans mon style, si je suis confronté à ça, c'est super compliqué. Si j'ai ce problème de groupe, etc. et que pour moi c'est très compliqué, alors en amont déjà, je me prépare à tout ça pour pouvoir gérer. Ça dépend de votre style, de votre personnalité. Mais moi, je ne peux pas à un moment dire, écoutez, normalement pour les écoles, il n'y a pas de problème. Et pour la Parnassa, ce qu'on vous a dit, on le fera. Et généralement, dans les quartiers, les gens s'occupent très bien de vous. Je peux vous dire, je souhaite que ça se passe exactement comme ça. Sur le terrain, voilà, je vous dis l'exemple que j'avais à Natania dans les écoles Chouvet, etc. Les parents sont venus me voir, ils m'ont dit, on fait quoi? On est obligé de sortir nos enfants, on n'a pas les moyens de leur faire un ulpan. Mais pourtant, on nous avait dit qu'il y aura des ulpans. Ouais, on te l'a dit, mais on t'a pas dit où. Et ils vont rester. Et on va les aider, et ça marchera. Mais il y a bien l'ulpan c'est vrai. Qui est compris quand on fait l'ALIA. C'est ça, en théorie. Les adultes. Mais ça dépend où et quoi et dans quel cadre. Je vous donne un exemple tout bête. Voilà, je rentrais. Les grands trucs Massa, etc., etc. Super. Plein de jeunes font. Les parents m'appellent, me disent mon enfant, ça va pas. Je dis pourquoi? Il dit mais parce qu'on m'avait pas dit que dans le programme, la moitié du temps, il était libre. Et ça, je l'avais pas vu. Mais si tu le sais, il n'y a aucun problème. Tu te prépares en amont, tu vois avec qui il va être, tu vas truc, et tu connais ton gosse, et tu sais que celui-là, vaut mieux pas le laisser parce que celui-là, c'est compliqué, c'est pas son style, l'autre, c'est tout. C'est-à-dire, quand vous le savez, mais il n'y a aucun problème. On arrive là-bas, normalement, il y aura un ulpan, etc. et tout. Les parents, ils se sont retrouvés, on a dit, non, l'ulpan, elle sera dans l'autre école. Il y a des parents, ils étaient là, ils étaient effondrés. On est là, on leur dit, ben, c'est pas grave, on va vous donner un coup de main, on va essayer de vous mettre en place. D'autres, ils ont dit, bon, ben on va se débrouiller. C'est tout. Après, vous avez votre personnalité, votre sensibilité, vos peurs ou vos absences de peur. Mais on ne peut pas, à un moment, ne pas dire, voilà, sachez que c'est dans le monde du possible. Dans la mesure où vous savez que c'est dans le monde des possibles, après, vous le gérez parfaitement bien. Mais commencez à raconter, d'ailleurs, écoutez, les patrons d'agents juifs, en off, nous ont dit, mais maintenant ils le disent même en on, déconseiller aux parents qui ont des enfants d'adolescents de faire leur alia au moment où ils sont adolescents. Poussez-les à faire l'alia quand les enfants sont beaucoup plus jeunes. Moi j'ai un frère qui vient de faire son alia, son aîné il a 6 ans ou 7 ans. Ben ça se passe bien. Parce que tout simplement ça prend vite le Kodesh, ça prend le truc, parce qu'il n'y a pas de problème vraiment de chinouk à cet âge-là, parce qu'à 6 ans ça rentre, ça mange, c'est à la maison, etc., etc. Et ils ont le temps de mettre en place leur truc, etc. Et même s'il y a un petit problème avec la mora, c'est pas catastrophique. Et s'il y a un petit problème avec le voilà. Ou alors quand les enfants sont, ou alors quand ils sont beaucoup plus axés. C'est tout. Mais les parents, c'est une réalité. Le gosse de 15 ans, la difficulté de se faire un univers relationnel, elle est valable partout. Vous partiriez de Lyon pour aller à Paris, il aurait la même difficulté parce que c'est la réalité d'un enfant. Donc je le sais. Donc comme je le sais, je m'y prépare. Et comme je sais qu'après l'environnement, il va falloir que je m'investisse. Si je pense que je n'aurai pas le temps parce que je ferai sans arrêt des allers-retours pour la Parnassa, c'est ma femme qui va devoir assumer seule le problème de l'adolescent qui va avoir, comme tout adolescent normal, une difficulté d'adaptation. Est-ce qu'on s'y prépare? C'est tout. C'est-à-dire l'idée à un moment, c'est de savoir quels sont les enjeux et à partir de cela, d'être prêt à ça. C'est tout. Et ça se règle. Les problèmes là sont là pour être réglés. Sans plus. Sans plus. Il y a des personnes qui au niveau de la Parnassa sont super souples. Et ils se débrouillent. Vous personnellement, pas je parle vous maintenant, monsieur personnellement, vous connaissez, vous dites moi, si je ne suis pas verrouillé, je suis angoissé. Vous avez le droit. Donc me connaissant, sachant que là-bas, au niveau du travail, ça peut être un peu à géométrie variable, je verrouille 2 fois. Mais il y a une autre personne qui dira, ah, moi ça me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que dans sa structure, elle dit bon, au pire, je me débrouille. C'est un style. C'est tout. C'est comme ça. Moi une fois, j'ai rencontré un trader. Je lui dis, pourquoi tu ne pars pas à Londres? Pourquoi tu ne pars pas à New York? Il dit, parce que là-bas, tu ne plais plus, on vient le matin, on te dit salut tout le monde. Et il me dit, et moi j'y arriverai pas. Même si je sais qu'après je retrouverai. Donc je préférais rester dans un endroit qui ne me plaît pas tellement, parce que mon style fait que ça m'angoisse. Je lui dis, mais attends, mais est-ce que ça t'angoisse, Baruch Hashem, t'as déjà plein d'argent, tu gagnes, etc. Et 6 mois après, tu retrouves, il dit, j'y arrive pas. Je lui dis, bon, très bien. Donc j'ai décidé. Chacun a son modèle de fonctionnement. C'est tout. L'idée, c'est, quand je dis, voilà, le problème des copains, c'est quoi? Sachez qu'un enfant sera plus dans la rue. C'est normal, c'est Israël, c'est la chaleur, etc. Donc si je le sais,
je sais que dès le début, j'aurai une vigilance que je n'ai pas besoin, que j'ai en France sur d'autres domaines par rapport à ça. Veloyoter. Et tout se passera très bien. Mais si on ne me l'a pas dit, un jour je débarque et je dis, mais attends, t'as vu ce qui s'est passé? Alors on me l'a dit, c'est tout. L'idée c'est, est-ce qu'on vous l'a dit avant? C'est tout. Moi j'avais quelqu'un qui a fait son alia, et il m'a dit, mais attends, on apprend à mon fils la Torah comme les maths, et je me rends compte que pour le judaïsme ça ne veut plus rien dire. Il m'a dit, si on m'avait dit, j'aurais décidé a priori d'habiter ailleurs. Il avait les moyens, il a déménagé, il a mis son fils ailleurs, etc. etc. Mais si quelqu'un lui avait dit, tu sais, il y a des écoles religieuses, mais dans lesquelles on ne veut pas faire passer nécessairement des messages Torah comme nous on les conçoit, mais on enseigne juste la religion, voilà, sache-le. Il aurait fait d'autres choix. C'est tout, c'est juste être au courant des problématiques auxquelles on peut être confronté pour y être prêt, et si ça se passe, savoir les gérer. Sans plus, sans plus. Mais je ne peux pas vous dire, vous savez, normalement les enfants seront dehors et ils n'auront que des super copains. C'est pas vrai. Ils peuvent avoir aussi là-bas, dans des univers dehors, des copains compliqués, qui peuvent se passer ici. Mais ici, vous le savez. Donc comme ici, vous le savez, vous vous en rendez pas compte. Mais vous faites attention. Et là-bas, vous allez arriver, vous dites, plus la peine. Ben, je vous dis, ici, là-bas aussi, c'est tout. Voilà, le veloyoter. C'est tout. Là-bas, ici, vous allez dans une communauté, là-bas, on ne va pas nécessairement vous accueillir à bras ouverts. Donc, sachez-le, comme ça, si ça se passe comme ça, vous le verrez bien. Moi, j'ai des gens, ils sont arrivés en Israël, ils n'ont jamais eu autant de problèmes de voisinage qu'ils avaient eu. Il y avait que des religieux. Les gars, ils sont tombés par terre, ils sont démoralisés. Mais si vous leur dites avant, vous savez, en Israël, c'est pas parce que quelqu'un il a une kippa que ça sera peace and love. Quand ça lui arrive, il le vit bien. Et je lui souhaite que ça ne lui arrive jamais. Mais si on leur avait dit avant, ils l'auraient géré beaucoup plus facilement dans leur tête, sans plus. Je ne sais pas parce que j'aurais dit ça peut arriver que ça va arriver. Mais sache voilà, que quelqu'un qui a une kippa en Israël, c'est pas nécessairement l'homme le plus saint du monde. Point. Tu es au courant, je te souhaite que tous les gens que tu vas rencontrer avec kippa soient des gens extraordinaires. Mais si un jour tu te retrouves avec un gars qui est un peu machin comme ça, comme tu le sais, tu diras, ça fait partie des choses dont je savais. Ok, sans plus. C'est être prêt à quelque chose fait que quand la chose arrive, on la vit avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité et de calme. C'est tout. Oui, vous avez une question, oui. Oula, il est 11h moins quart déjà, ouais. On y va? Oui, allez-y, dernière question. De façon très pragmatique, vous avez mis en garde sur tous les points. Il fallait qu'on soit conscient et prendre en considération, préparer une alia et pour la réussir du mieux. Je vous remercie pour toutes ces belles présentations. Et quels seraient selon vous tous les points très positifs et encourageants qui feraient une réussite également alia, qui sont également mais les points positifs encourageants également qui font partie des réalités de la terre d'Israël actuelle et qui soient une réalité telle qu'on va la rencontrer en Israël. Il n'y a pas que des points qui sont difficiles à affronter, pas que des complexités. Le point, c'est sûr, d'accord. J'aimerais que vous les listiez également si c'est possible. Si alors, les points d'abord très positifs, c'est que là-bas on vit en tant que juif. Et c'est vrai que attendez, c'est énorme. C'est-à-dire, votre Shabbat, c'est un Shabbat, vos Chagim, c'est un Chag, on les sent, on les vit, on vibre, c'est là. Ça, c'est colossal, c'est énorme, c'est immense. C'est le matin, je ne me pose pas la question à quelle heure c'est le minyan, je sais que j'ai un minyan, je sais que je peux être au cœur... Oh non, au Tel Aviv, c'est beaucoup plus compliqué le minyan, mais bon, en tout cas, voilà. Donc on vit en tant que juif. Et ça, c'est la raison même pour laquelle on va en Eretz. Si on y va, c'est pour ça, pour vivre comme un Ben Israël. Ma question, elle est fondée sur le fait qu'on a dit, malgré toute la présentation que vous avez faite, qui est juste à laquelle j'adhère, ouais. Mais Eretz Israël, c'est merveilleux. On n'est pas obligé d'adhérer, mais je vous dis, c'était une présentation. Vous avez quand même dit que le but d'un juif, a priori, je pense qu'on l'a d'arriver en Eretz Israël. La finalité, c'est en Eretz Israël. Donc on va essayer de ne pas regarder que les complexités, maintenant qu'on les connaît, aussi les facilités. J'ai même pas besoin de les dire. C'est habiter en Eretz Israël avec le clan Israël, quoi. C'est-à-dire, c'est poil à l'île. C'est le judaïsme, on prie mieux, on fait mieux Shabbat et les Chagim parce que c'est plus facile. C'est même plus pas qu'on fait mieux, c'est une autre atmosphère, attendez. Et les autres points, alors il doit y en avoir d'autres au niveau... Après les autres points, ça dépend beaucoup des quartiers dans lesquels vous allez habiter, des styles. Vous avez des quartiers très accueillants, vous avez des villes où il y a une grande solidarité, vous avez plein de choses. Je vois par exemple à Hadera, il y a un petit groupe de Aliyah, des gens très solidaires, très proches les uns des autres et tout. On découvre après toutes les beautés du clan Israël. Donc on vit, pour moi
j'ai pas besoin de le développer. C'est on vit en Eretz Israël avec notre peuple, clairement. Ce qui est sûr, et c'est très intéressant, c'est que cette chose que nous, on vit là-bas, moi quand j'arrive là-bas, c'est autre chose. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que parfois les enfants, parce qu'ils ont grandi là-dedans, le vivent beaucoup moins. C'est très curieux. C'est très curieux. J'ai vu que, moi, cet émerveillement d'être en Eretz Israël, oui, que, sauf si en effet on apprend à tirer maintenant la dimension supplémentaire de cette Torah supplémentaire, de tout ce qu'il y a. Mais ça se travaille. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit en préambule, la finalité, elle est là-bas. Et pour moi, il n'y a pas... La question, elle ne se pose même pas. Ce qui est intéressant, il y a un jour, j'ai lu un article dans le Jewish Observer qui s'appelait Sweet Golus, 12 galoutes. Et l'auteur de l'article commence et dit que quand il voit dans des quartiers très religieux de New York une église, il a envie de faire une bénédiction. Il dit parce que béni sois-tu éternel qui a mis une église ici. Parce qu'il dit parfois même en galoute, s'il n'y avait pas d'église, on aurait l'impression qu'on est déjà arrivé en Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que quand vous êtes... Ça me fait penser à ceux, quand on va dire qu'il est plus difficile de faire sortir la galoute des Bnei Israël que les Bnei Israël de la galoute. C'est exactement ça, mais oui, complètement. C'est évident. Parce que quand nous en France, on ne vit pas ici en tant que juif. Mais en tant que juif, Néanmoins, j'ai pu constater que pour la démarche de Tchouva, la France est peut-être un lieu dans lequel les gens se sont plus bougés, parce que justement, ils se sont plus trouvés confrontés à une problématique d'identité. Alors qu'en Israël, comme le problème de l'identité est moins posé, c'est beaucoup plus la quête existentielle qui est à l'origine de... S'il n'y a pas de quête existentielle, et qu'on est ce que j'appellerais, et ça la personne ne peut contredire parce que c'est ce qu'on voit sur le terrain, le juif français qui arrive en Israël, qui était religieux sympa, généralement il restera plus ou moins ce qu'il était, en tout cas lui. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas de problème existentiel majeur, il se contente d'entretenir. En France, il sera obligé de se poser la question de son judaïsme de manière beaucoup plus forte, et il y a plus de chances qu'il évolue. Mais ça c'est plus sociologique. Mais j'espère bien. Mais j'espère bien. À Tel Aviv, il y a un travail énorme. À Tel Aviv, il y a un travail énorme qui se fait. Il faut bien comprendre que et je conclue là-dessus, Eretz Israël, c'est au cœur de notre histoire. Tous les jours, on dit c'est évident. C'est évident. La finalité du juif, c'est là-bas. Et d'un juif qui va vivre là-bas pleinement en tant que juif, dans une vie juive équilibrée. Eretz Israël, il y a des yissourines, il y a des difficultés, c'est comme ça que la Gemara nous dit. Quand on va quelque part, de toute façon, on sait très bien qu'on va devoir faire des efforts. Si on sait sur quoi on va devoir faire des efforts, alors on les fait là où il faut, et on se bat, et on construit, et on avance. Donc, j'ose espérer que, en tout cas, ça n'a pas bloqué des mouvements, mais que ça a peut-être aidé à réfléchir sur les points sur lesquels on va devoir développer nos énergies pour ceux qui ont décidé à un moment de faire ce pas. Je vous remercie pour votre écoute.